Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Ménager, le CEO de Lipid. Salut Antoine. Salut, ça va? Ça va très bien, merci et toi? Ouais, la forme. La forme, grosse période de ce que j'ai pu comprendre en ce moment, mais on Ah, va c'est en toujours bon parler. signe, c'est toujours bon Ouais, signe. c'est toujours un bon signe, effectivement. Merci de prendre le temps de venir répondre à mes questions, c'est vraiment très cool. Avec grand plaisir. Je te propose dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, de te présenter, de nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Je m'appelle Antoine Ménager, j'ai 26 ans, je suis assez jeune encore dans l'entrepreneuriat. Je viens du 11e arrondissement de Paris. Ok. Je me suis jamais posé de questions pour mes études, mais j'ai fait des études d'ingénieur en IA et j'ai bossé 1 an dans ma vie Ok. avant d'être entrepreneur. Ok, génial. Alors justement, on va en parler. Comment t'es arrivé à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était pendant tes études? Tu avais déjà une appétence pour ça? Comment t'es arrivé à dans cet écosystème finalement? Alors ma mère m'a dit qu'à 12 ans, j'ai dit que j'aurais jamais de patron de ma vie. Ah ouais? Mais bon, elle dit ça a posteriori, donc Ouais. bon, c'est toujours facile de refaire l'histoire. Non, en fait, la réalité, c'est que j'ai testé le salariat, je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc. Ok. J'étais pas trop manageable, ça matchait pas trop. Je pense que tous les entrepreneurs, on a un peu ce truc avec l'autorité qui est un peu particulier. Et en fait, non, je suis rentré dans l'entrepreneuriat parce que quelqu'un m'a donné une super idée avec un super marché et je me suis dit que c'était faisable et donc je me suis lancé dedans. C'était ma première boîte qui était de la traduction automatique en langue des signes Ok. et du coup c'est une personne sourde et malentendante, une fille qui a eu un souci dans le cadre des études. J'étais assez proche de l'administration de mon école à l'époque d'ingénieur et en fait ils ont demandé qu'il y ait un parti tiers qui n'est pas évidemment de billes dans le problème qui était l'accessibilité des cours, qui donne son avis. Et donc moi, on me demande de donner un avis sur quelque chose que je connais pas. La personne, je la connais pas, et l'avis est sûrement biaisé d'un point de vue de l'administration parce que eux, ils ont pas envie de faire d'efforts. Et donc moi, le premier truc que je dis, c'est je suis désolé, mais je peux pas donner d'avis si je rencontre pas la personne et qu'elle m'explique pas elle son besoin. Je la rencontre et là, elle me déballe un business model en fait. Il y a une obligation légale qui va tomber début 2021 sur les contenus digitaux pour les grands groupes de plus de 200 personnes, de plus de 400 000 euros de bénéfices annuels, etc. Les sous-titres, ça suffit pas parce qu'il y a l'illettrisme, ce qu'on appelle l'analphabétisme fonctionnel chez les sourds malentendants. En gros, ils arrivent à lire, mais ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Ok. À 80% des cas, donc c'est quand même pas mal. Donc les sous-titres, ça répond pas aux besoins. Et moi, je suis ingé, et donc je me dis, l'IA quand même, il y a moyen de faire quelque chose avec de l'IA en ce moment sur ces sujets-là. Et c'est comme ça que je prends un ancien collègue de mon école d'ingé et je lui dis go, on monte quelque chose ou pas? Voilà. Et c'est comme ça qu'on a lancé un truc. On a mis 5500 balles chacun. Ok. Alors je déconseille de mettre son propre argent pour monter une boîte, mais je pense on fait tous l'erreur au début. Ouais. Et voilà, c'était parti quoi. Ok. Donc ça, c'est pendant les études et c'était avant ta première expérience pro? Ouais, en fait, en gros, j'avais fait une année de césure complète. Donc, j'ai bossé pendant 1 an complet chez Hermès. Ok. Donc, j'étais d'abord en approvisionnement, puis ça s'est super bien passé. Du coup, ils m'ont fait passer directement chez Hermès International, donc au siège. C'est super bien passé. Ils voulaient me garder. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, quoi. Et donc, non, quand je suis revenu à l'école, donc dernière année, j'ai essayé de choisir les cours qui me prenaient le moins de temps possible. En parallèle, j'ai choisi des cours à Polytechnique pour avoir un master de la Polytechnique et à la Sorbonne pour avoir un master de la Sorbonne en même temps. Donc, j'ai un peu fait beaucoup de choses en même temps. Et j'ai commencé en parallèle de ça à monter la boîte. Ouais. Ok. Donc, en fait, en gros, mon stage de fin d'études, c'est dans ma propre boîte. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Parce que visiblement vos clients, c'est les grands comptes globalement. Ça doit être pas forcément chose aisée de prendre la tâche avec eux quand tu lances surtout une solution qui effectivement va avoir des législations derrière donc qui sont importantes. Mais Ouais. comment ça s'est passé pour un peu vous dire ok, on va avoir des premiers clients, on sait que ça va être il va y avoir un vrai pain point, mais bon de là à le convertir en véritable business. C'est surtout qu'on est jeune. Ouais. Et quand tu es jeune, de un, tu sais pas que les entreprises ont beaucoup d'argent. Donc toi, tu as l'impression que si tu factures 500 balles, t'es roi du monde. C'est un peu comme ça que tu réfléchis au début. Deux, tu as peur d'aller leur parler. Tu te demandes où est ta crédibilité. Et trois, nous, notre truc, on l'avait pas, quoi. On l'avait pas dev. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'on vende quelque chose qu'on allait dev.
Parce qu'il faut de l'argent pour dev et on ne voulait pas faire de levée de fonds dès le début. Parce qu'en vrai, on lève pas non plus des fonds. Les gens ont l'impression qu'on lève des fonds en claquant des doigts. C'est pas vrai. Quand on n'a pas d'expérience, qu'on n'a pas vendu de boîte, quand on n'a pas fait d'exit, enfin bref, globalement, tu lèves pas des fonds facilement. Après, tu lèves facilement, mais au début, tu lèves pas facilement. Et donc, on s'est dit, comment est-ce que on peut rentrer dans les grands comptes? Et moi, en fait, juste, je me suis dit, j'ai bossé chez Hermès, je vais appeler Hermès, quoi. Ils m'aiment bien. Je vais les appeler, je vais leur expliquer que c'est pas tout de suite, on est en train de dev, regardez ce qu'on a, est-ce que ça vous intéresse qu'on livre dans 6 mois, 1 an, mais on signe un contrat tout de suite. Et c'est assez drôle parce que donc on fait tout ça et tout, et on fait des budgétisations pour savoir le prix, parce que c'est la même chose, le prix, quand on n'a pas dev quelque chose, on peut essayer d'anticiper le prix que ça va coûter, mais en vrai, on ne sait pas. Et ça, c'est le truc d'entrepreneuriat, des fois, il faut prendre des risques. Et donc, on avait budgétisé, je sais plus combien, 20 000 ou 15 000 euros, un truc comme ça. Donc, de la traduction, des machins. Donc, c'était cher à l'époque, mais c'était l'IA. À l'époque, l'IA, c'était magique pour les gens encore. Et donc, nous, on budgétisait assez haut. Et la veille, je me rappelle, on a fait toutes les slides, on a tout fait, machin, on bosse la nuit et tout. On est stressé comme des fous, quoi. Pour le lendemain, on s'habille bien, costard et tout. Tu sais, à l'époque, quoi. T'as l'impression que c'est parce que tu mets un costard que ça va marcher. Et moi, le matin, j'arrive à mon associé, je lui dis, j'ai doublé. J'ai tout doublé. Tous les prix, j'ai doublé. Je sens que c'est trop bas ce qu'on a fait et tout, tu vois. Et je double tous les prix. Et on arrive. Donc, on avait fait 3 paliers. Tu sais, toujours, tu fais 3 paliers avec évidemment que le 3e qui est intéressant. Donc, au pire, ils ont pas d'argent, ils prendront le 2e. Mais le premier, il y a personne qui va le prendre. Et donc, on est allé comme ça. Et au final, on arrive, j'ai doublé les prix et on repart avec 50 000 euros sur le compte, quoi. Excellent. Voilà. Et ça, c'est un freestyle, quoi. En vrai, faut essayer, en fait. Un peu de bagou, je pense que ça fait pas de mal. Et après, de réseau en réseau. Donc, dire, on a signé ça. Et en fait, dès que tu as signé le premier, ça permet aux autres de prendre confiance. Voilà. Et surtout, nous, on targetait beaucoup le RSE, direction RSE. Et en fait, tous les grands groupes, ils se parlent. Donc, du coup, voilà. C'est comme ça qu'on a commencé. Et après, on s'est focalisé sur le sport parce qu'il y avait beaucoup d'argent là-dedans. Ok. Voilà. Très bien. Et vous êtes resté sur quelle échelle vous êtes resté en France ou vous êtes un peu allé On est resté en France, complètement en France, parce qu'à langue des signes, c'est pas international. Du coup, quand tu fais une database, t'es obligé de rester. En plus, nous, en gros, ce qu'on facturait, il y avait la constitution de la database dedans, parce que on l'avait pas au début, normal. Il y avait pas assez de papier de recherche à l'époque dessus. Maintenant, il y en a qui sont sortis là récemment, donc c'est cool. Et donc, on est focalisé France. Donc, on se focalise France, on prend la database au début un peu immobilier, responsable, machin. On se rend compte qu'elle est quand même vachement compliquée. Et on se dit que le sport, c'est plus facile. On signe l'équipe, l'Express, Orange Innovation. Et on se dit, punaise, faut qu'on se focalise sur le sport. Donc, on va avoir Roland-Garros, on va avoir Fondation 2024. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on enchaîne à peu près tout, quoi. Voilà. Ok, incroyable. Et donc, après, on se focalise sur une base de données qu'on avait déjà dans le sport, ce qui nous permettait de livrer plus rapidement. Ouais. Je savais pas qu'il y avait, que c'était pas international, la langue des signes. En gros, t'as 40% de commun partout dans le monde. Et après, la langue des signes, t'as même des langues des signes bretonnes, des langues des signes du Sud, etc. Donc, c'est un peu comme la langue classique de tout. Mais t'as une base qui peut être compréhensible. C'est comme le moderne standard arabique, qui est en gros une base de à peu près entre 40 et 60% de l'arabe. Des mots de base, mais qu'au moins tout le monde comprend. Ouais, après tout le monde a son dialecte. Exactement. Ok. Incroyable. Et alors, comment ça s'est terminé cette histoire? Parce que on va parler de Lipit qui est ta boîte actuelle, mais jusqu'où vous êtes allé et pourquoi tu ne fais plus partie? Déjà, c'est mon choix, donc c'est cool de plus en faire partie. Non, j'ai revendu mes parts un super moment, mais en fait, globalement, on avait une problématique. Déjà, on prend des opportunités. Faut aussi prendre les opportunités quand elles arrivent. Et on a une problématique, c'est que moi, je n'ai pas de personne en situation de handicap dans ma famille. Je suis attiré par ce milieu-là parce que je trouve qu'il y a vraiment des belles choses à faire, mais j'ai pas de légitimité. Donc, en gros, le problème, c'est qu'on avait des agences d'interprètes et de traducteurs en langue des signes qui commençaient à pas trop nous aimer. Parce qu'ils voyaient bien que dans le futur, on allait voler leur boulot, quoi. Automatisation, les mêmes problématiques à date avec l'IA, hein. C'est la même chose. Et le problème de ça, c'est que moi, honnêtement, il y a un moment à la fin, pendant quasiment 1 mois, je recevais entre 2 et 4 appels par jour de menaces de mort, d'insultes, de tout ça. Donc ça commençait à peser lourd. Et en plus, on s'était fait côtoyer depuis 1 an et demi par une boîte que je tairai le nom, mais qui est en gros la plus grosse boîte de langue des signes en France, enfin sur le marché des télécoms, qui commençaient à nous parler et ça les intéressait pas mal.
d'avoir une techno qui permettait d'éviter de passer par des interprètes parce qu'ils voulaient scale. Donc, on faisait pas du live à date, mais ils avaient bien compris que le live pouvait arriver vite ou sous 2-3 ans. Et donc, autant racheter la techno quand c'est encore un prix qu'ils peuvent racheter et pas après. Et sauf que eux nous côtoyaient, mais d'un autre côté, ils avaient un double discours parce qu'eux, ils emploient des interprètes. Donc, du coup, ils pouvaient pas dire qu'ils nous côtoyaient. Et donc, il fallait qu'on trouve un système pour revendre sans que ce soit moi, Antoine Ménager, qui revende directement parce que la marque Salut Translate, du coup, de l'époque, ça matchait pas. Et donc, du coup, on a fait une pré-vente à une valo qui était déjà définie par un entrepreneur intermédiaire qui avait sa fille qui était sourde. Et donc, qui avait une légitimité et donc qui allait passer pour revendre. Et voilà, et c'est comme ça que du coup, ça a été renommé Signifia juste avant d'être vendu. Voilà. Donc, c'était un peu technique. Pour un premier M&A, c'était un peu technique. Mais l'avantage, c'est que du coup, cet entrepreneur est un gros entrepreneur de la tech depuis très longtemps. Enfin, ce que j'appelle les entrepreneurs d'Internet, ceux qui ont profité de la bulle Internet au début. Et donc, il avait déjà fait plusieurs trucs. Et donc, du coup, ils nous ont accompagnés super bien. Et on est très contents. Voilà. Mon CTO est resté dedans, par contre. Ah, ok, d'accord. Enfin, maintenant, il a rechangé, mais il est resté dedans à l'époque. Et vous n'auriez pas pu vous entourer, peut-être faire recruter justement quelqu'un qui est sourd et malentendant et le mettre au... Ah, on avait déjà des sourds et malentendants dans la team. Dis-toi, déjà juste pour remercier en fait la fille qui m'a donné le business model. Bon, elle, on pouvait pas employer parce qu'elle faisait de la biochimie, donc... C'était pas le sujet. Pas le sujet, voilà, peut-être chez le chief of staff ou j'en sais rien, mais compliqué. Non, on a recruté sa meilleure amie qui était développeuse. Du coup, pour la remercier en fait, pour lui dire. Et du coup, le problème c'est que les sourds et malentendants ont beaucoup de mal à se faire recruter et que nous, ça nous donnait à la fois une légitimité, à la fois un remerciement de l'idée. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait. On avait des gens en interne, mais en fait le problème c'est que la capacité de traduire des mots très spécifiques pour avoir de la base de données, en fait, t'es obligé d'aller sur des gens qui connaissent ce domaine-là. Et qui traduisent, c'est un peu comme traducteur français-anglais. Il y en a, ils sont spécialisés dans le juridique, il y en a, ils sont spécialisés dans le sport, il y en a, ils sont spécialisés parce que tu peux pas tout connaître et être super pointu sur tout. Et donc, du coup, on était obligé de demander autour. Et quand tu demandes, quand ta ressource numéro 1 de développement deviennent tes ennemis, c'est le moment où il va falloir trouver une solution. Tu regrettes que ça soit passé comme ça Non, je regarde plutôt le déchirement avec mon associé à ce moment-là. Parce que du coup, moi, j'ai pu partir parce que j'étais CEO et que j'avais fait la pré-vente avec le mec, machin. Lui a pas pu partir parce que CTO, c'est toujours plus loqué. On peut dire tout ce qu'on veut, mais CTO, c'est toujours plus loqué parce que une transition technique, c'est beaucoup plus long qu'une transition business. Un CRM, ça se transfère en 2 clics. Et une vision, globalement, tu peux la garder, mais même si tu es de loin. Alors que être les mains dans le technique pour assurer que ça marche pour tous les clients actuels, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, il y a eu un petit déchirement suite à ça, quoi. Voilà. Et du coup, après, on s'est reparlé un peu et depuis, on n'a plus trop de contact. Mais après, c'est comme ça, l'argent, ça déchire. Voilà. Oui, quand toi, tu fais un exit et que lui, non, Ouais. Parce que lui, il avait un earn-out, il était obligé de rester pour prendre sa part ou... Ouais, exactement. C'est CTO, souvent, c'est ça. C'est rare que tu prennes plus de 50%, c'est très, très rare. Ils veulent te loquer et plus de 50%, en général, t'es tellement content que tu te barres, quoi. C'est toi, ces valos-là. Donc non, il avait un earn-out qui était pas intéressant. Lui, au début, il s'est dit, ouais, super. Moi, j'ai plus négo que lui, tout en l'informant, hein, mais pour lui, non, c'était bon. Il voulait faire ça peut-être un peu vite. Et voilà. Mais après, c'est compliqué aussi parce que du coup, tu es obligé de prendre des avocats externes, donc payer des avocats externes, parce que si tu prends des avocats de boîte, du coup, ils sont obligés de défendre autant les 2 associés, parce qu'il y a 50-50, donc c'est très compliqué. Donc moi, j'ai fait le choix j'avais de la chance de connaître un magistrat en dehors, et donc j'ai fait jouer mes contacts sur ça, pour essayer d'avoir le max. Mais je pense que juste, on n'a pas eu la même chose. Je pense que quand t'as pas la même chose, forcément, il y a toujours un petit problème. Voilà. Mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est sûr. Et puis après, et savoir négocier, c'est une compétence de CEO, pas de CTO. C'est vrai, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, mais c'est pour ça que j'ai solo fondé mon autre boîte, du coup. Ouais, justement, on va venir, tu me fais le pont. Alors, tu vas nous dire ce que c'est, parce que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas forcément, on en a un peu parlé. Moi, je vois bien le lien. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que Lipit? Alors, Lipit, c'est de la traduction automatique vidéo multilangue. Globalement, on traduit tout ce qui apparaît sur une vidéo. Donc, que ce soit les textes qui arrivent derrière toi sur une slide, par exemple, une présentation commerciale qu'un commercial doit faire un peu partout dans le monde. C'est chiant de faire des slides dans toutes tes langues. Ta voix, elle est clonée, traduite et reproduite. Donc, c'est ta voix, mais dans d'autres langues.
et tes lèvres bougent en fonction de la nouvelle langue. En gros, à la fin, la vidéo, on dirait qu'elle a directement été faite dans la nouvelle langue. Ce qui est méga puissant d'un point de vue communication, méga puissant d'un point de vue scale. Ça permet clairement aux entreprises qui utilisent la creator economy ou la communication interne de leur filiale internationale, la vidéo, pour être enfin des vrais communicants et enfin faire des belles choses. Typiquement, des gros patrons de grosses boîtes françaises qu'on sait bien qu'ils savent pas parler anglais. Bon voilà, quand ils ont des filiales un peu partout dans le monde, une trentaine, ce serait cool quand même de parler un peu anglais ou un peu dans leur langue. Et clairement, c'est des gens qu'on accompagne. Principalement, on a des agences créatives qui revendent le service. Bon, classique, hein, mais bon, nous, c'est pas grave, on fait de la tech. 2, on a du e-learning, toutes les formations. Quand quelqu'un a mis des centaines d'heures à créer une formation, on est bien content de pouvoir le donner en espagnol, le donner en portugais, le donner en chinois. Voilà, c'est quand même... Puis, ça coûte tellement pas cher qu'en un clic, ton marché, il devient... Tu le scales x10, quoi. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas trop d'excuses. Enfin, on est vraiment à une ère où il n'y a pas trop d'excuses pour traduire ses contenus. Et 3, après, c'est un micmac avec pas mal de B2B dedans. Voilà. Alors, j'ai plein de questions à te poser sur ça, mais d'abord, je voudrais comprendre ce qui s'est passé entre les 2 aventures. Du coup, comment t'as eu Comment j'y suis arrivé? Ouais, voilà, exactement. Bon, du coup, j'ai vendu. Après, j'ai pris des grosses vacances. T'as pris combien de temps? Parce que j'étais fatigué. J'ai pris 2 plus 4. Donc 6 mois, quasiment. Ok. J'ai pris, donc je suis d'abord allé en Amérique du Sud. Après, je suis allé en Asie de l'Est, enfin du Sud-Est, pour un peu déconnecter. Ok. Bon, la réalité, c'est que t'es entrepreneur, donc au bout d'un mois, tu recommences à bosser parce que t'en peux plus, tu te fais chier, quoi. C'est un peu la réalité aussi, t'es suractif, hein. Il n'y a pas d'entrepreneur qui est pas suractif. Ça n'existe pas. Ou sinon, c'est des chefs d'entreprise de PME un peu moyenne française, mais c'est pas des entrepreneurs en mode startup. Et moi, je suis plutôt en mode startup. Et du coup, ouais, je me fais chier. Du coup, je monte une agence d'automatisation IA. C'est-à-dire, je mets en relation des freelances avec des TPE, PME qui ont besoin d'automatiser leur process avec de l'IA. Là, ChatGPT est sorti depuis 2 mois, quoi. Donc c'est le moment un peu où ça grossit, c'est le moment où je me dis il y a du cash à faire là, ça m'intéresse d'aider les gens, j'ai une crédibilité du fait de ma boîte, du fait de mon parcours, grande école, un GIA, machin et tout. Donc je me dis voilà, je vais aider des boîtes à machin. Du coup, c'est moi qui fais les audits à distance pour savoir quoi faire et puis après je plug des freelances pour qu'ils fassent le boulot. Voilà, je fais ça pendant en parallèle de mes vacances. Donc je monte ça. Donc je bosse à ce moment-là entre 2 et 4 heures par jour. Et au bout d'un moment, je rentre en France. J'ai un client qui me parle de vidéos qu'il aimerait traduire dans plusieurs langues. Je rentre chez un de mes potes qui a son père Karim qui regarde l'actualité non-stop et je capte bien qu'il regarde mais il comprend pas grand-chose. Et du coup, je me dis qu'il y a un truc à faire, que c'est le moment où l'IA devient un peu plus facile et qu'il y a des super trucs à faire dedans et qu'il y a de l'argent aussi dans le milieu. Enfin, parce que moi, j'ai monté une boîte où il n'y avait pas d'argent dans l'IA à l'époque. Dis-toi qu'à l'époque, nous, la première boîte que je monte, quand je la lance, je vais voir des invests. Ils me disent, oh, c'est pas possible, ça. Pour eux, l'IA, c'était dans les robots, l'IA, c'était dans 15 ans, quoi. Et là, on arrive à un moment où les gens, ils te font confiance. Quand tu leur dis, non, je te promets, c'est possible. J'ai un bagage qui me permet de te dire que c'est possible. Donc, crois-moi. Et là, les gens, maintenant, ils te croient. Mais il y a un peu moins d'argent, mais les gens, ils te croient. Donc, faut en profiter. Et donc, du coup, je monte l'agence, on me parle ça, le père de mon pote, je le vois qui galère et je me dis, waouh, il y a une conjoncture de trucs. Je pense que vraiment, il y a de la traduction à faire pour que l'information devienne accessible à tous. Que ce soit pour des boîtes pour le revendre ou pour Karim qui comprenne un peu l'actualité, qui, au lieu de se faire défoncer par l'actualité en français et qui comprend pas tout. Et du coup, je monte ça pendant 1 mois et demi. En gros, je m'enferme. Pendant 1 mois et demi, je dis, vas-y, go, je travaille dessus. Et au bout d'1 mois et demi, je sors un POC, donc un Proof of Concept, qui montre que c'est possible en 5 clics sur mon ordi, en local, donc ça prenait beaucoup de temps, etc. Mais ça marchait. Et là, je me dis, il y a un truc à faire. Go, je commence à en parler autour de moi. J'appelle un peu mon réseau pour dire, ça te tente? Est-ce que c'est une aventure qui te tente? Est-ce que machin? Et c'est comme ça que je lève les premiers fonds. Du coup, avec mon réseau, la première boîte, de la crédibilité, tout ça. Donc, c'est pas aussi facile que ça quand on commence depuis le début, mais ouais, c'est ça. En gros, j'ai dû appeler 15 personnes et j'avais 500 000 euros sur le compte, quoi. Ok. Voilà. Énorme. Et ton POC, justement, tu te fais à partir de quoi? Est-ce que c'est que des modules déjà préexistants? Est-ce que tu devs toi-même? Tu utilises quoi comme modèle? 30% de modules préexistants, 50% de code propriétaire, mais que j'ai de ma boîte précédente, parce que du coup, c'était déjà du deepfake, déjà de la trad et déjà de l'animation visage. Donc en fait,
J'avais déjà quasiment toutes les briques qui me permettaient juste de le réadapter pour que ça marche mieux, mais c'est tout. Et avec les process actuels, l'IA actuelle, ça marche mieux dans tous les cas. Et le reste, c'était je me pluguais sur des API juste pour tester, quoi. Pour me dire, je vais pas perdre du temps à dev des trucs qui sont déjà bien dev. Si j'ai l'argent plus tard, je le devrai. Mais voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai le truc qui marche. Et du coup, c'était avant les concurrents américains, puisque c'était août 2023. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai levé aussi rapidement, parce que ça n'existait pas à l'époque. Ok. Voilà. Et qui est-ce qui te fait confiance au début? Qui est-ce qui est intéressé par cette solution? Du réseau et des clients de mon agence. Ouais. Voilà. En gros, je leur en parle et je leur dis, est-ce que ça vous tente? Je suis en train de monter un produit. Je savais qu'il y en avait qui investissaient un peu et tout. Est-ce que ça vous tente de faire partie de l'aventure? Et ceux avec qui on bossait déjà quasiment depuis 6 mois, il y en a pas mal qui ont dit, allez, go. Ouais. Alors, une fois que tu as ces 500 000, ça se passe comment? Par quoi? Bah, faut trouver une team, hein. Ouais. Parce que moi, je suis bon pour, moi, ce que je dis, moi, je suis très bon pour vision, convaincre, parler, mais surtout, passer de 0 à 0,5. C'est-à-dire que le premier pas, je sais le faire. Dev, le premier truc qui marche sur un ordinateur et pour montrer à des gens, faire une démo, je sais faire. Donc ça, je convainc, je lève de l'argent. Mais à partir du moment où je lève de l'argent, c'est clairement pas moi qui va faire l'IA à 100%. C'est clairement pas moi qui va développer, enfin faire du DevOps, donc mettre des serveurs pour que l'IA tourne. Et c'est clairement pas moi qui va développer, faire du service client, quoi. Ouais. Voilà. Moi, je vais rester au marketing, quoi. En gros, tant qu'il n'y a pas assez d'argent, je reste au marketing. Et donc, bah, je recrute. Je commence à recruter. Mon CTO, je le teste pendant 3 mois en freelance. Et après, je l'embauche, quoi. Ok. Je le mets dans le début d'année, là. Je le fais rentrer. Des freelances qui bossent dessus. Donc, 2, 3 au début. Puis, dès que tu as un truc qui commence à marcher, tu vas voir des clients, tu leur proposes d'essayer de tester, tu les factures pour qu'ils essayent de tester. Et il y en a qui veulent bien tester en payant, il y en a d'autres qui veulent pas payer, etc. Et là, tu joues un peu avec ça. Et en fonction de l'argent que tu arrives à faire, tu te dis, OK, est-ce que je passe à plus de freelance, oui ou non? Est-ce que je commence à embaucher, oui ou non? Donc là, tu vois, à date, on fait vivre 18 personnes. Donc on est 6 full-time et une douzaine de freelance. Ok. En gros, 95, c'est faux, mais 90% de dev. Ok. Ouais. Enfin, dev / ingéia, mais voilà. Et là, pour l'instant, vous êtes que sur le marché français ou vous avez déjà des... Bah, en fait, vu que nous, on est un SaaS self-serve de multilangue de base, c'est-à-dire que nous, on n'a pas fait de différence entre est-ce que de français à autre, c'est meilleur que machin. Non, nous, c'est tout pareil. Donc, du coup, non, on a déjà l'Espagne qui commence à toucher. On a déjà la Turquie qui commence à toucher. Et on a un peu d'Amérique du Sud aussi qui commence à pas mal toucher. Voilà. Ok. Mais c'est malgré nous, hein, niveau marketing, par contre, non, full France. Après, on a un branding made in France qui est important aussi. C'est-à-dire que toutes les données des utilisateurs, elles quittent pas l'Île-de-France. Donc, c'est un point de vue qui est important à garder en tête, surtout pour le gros B2B. Et puis, on sait très bien dans le monde, on est en France, hein, le seul marché qui marche bien, c'est le gros B2B. Ouais. Le petit B2B, ça marche pas. Et le B2C, c'est très compliqué. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà. C'est quoi un peu les premières galères, même si on est encore au début de l'aventure, mais... Oh, il y en a déjà eu tellement. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Il y en a déjà eu tellement. Non, galère, par exemple, c'est un peu technique, mais globalement, on sort un algo, on est stable, on est hyper content, ça marche méga bien, on sait que ça va cartonner et tout. On le teste en local, enfin en staging, c'est-à-dire c'est déjà une app sur Internet, c'est la même chose que Final, mais juste personne ne peut y avoir accès. Et on le teste, ça marche super bien et tout. Sauf qu'en fait, on fait pas gaffe, on teste à 1, 2 personnes max, quoi. Parce que on n'est pas 1000 dans l'entreprise. On la met en ligne. Donc on n'annonce pas, on teste en ligne au début. Il y a des gens qui commencent à se connecter parce que du coup, il y a le marketing qui marchait un peu en même temps, mais voilà. Et là, on se rend compte que 3 personnes, ça marche pas. 4, ça plante. 5, ça plante. Enfin bref, en gros, à partir de 3, ça plante. Et en fait, c'est parce que les serveurs tiennent pas, parce que l'algo est trop lourd et que tu as ce qu'on appelle les VRAM. Donc, dans les serveurs, tu as de la puissance de calcul, c'est important, mais tu as de la mémoire. Et la mémoire, tu as des algos qui prennent trop de mémoire ou pas assez de mémoire. Okay. Voilà. À date, en gros, un H100, c'est pas le plus puissant, mais c'est un peu les serveurs les plus rentables à date. Ouais. Les GPU, donc puissance de calcul les plus rentables, c'est 80 gigas. 80 gigas, c'est pas énorme, hein, d'un point de vue mémoire. Par exemple, j'en sais rien, toi, tu prends toutes tes vidéos, toutes les frames, si je traite toutes les frames, une par une, et que c'est du 4K, c'est plus de 80 gigas. Bon, c'est mort. Voilà, c'est point, ça marche pas. Et donc, c'est là où, en fait, on s'était pas rendu compte de ça.
Et donc, on se met un truc de qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on vient de sortir un truc, c'était un peu notre deadline de machin. On est jeudi ou vendredi, je sais plus. Et là, on se dit, putain, on est mort, quoi. Vous avez une solution, mais vous pouvez pas Ouais, c'est ça, avoir en de fait. clients. Genre, waouh, mais on peut pas avoir de clients, quoi. Ouais. Et si on augmente le nombre de serveurs, on est plus rentable. Donc, il y a un problème. Et donc là, on se dit, voilà, on va bosser comme des chiens le week-end. Mais par contre, dimanche soir, minuit, deadline, on fait le point sur ce qu'on a trouvé, ce qu'on a amélioré, et chacun dans son coin. Donc je me remets à dev alors que j'avais un peu arrêté de dev, et on regarde. Et on regarde qu'est-ce qu'on fait, quoi. Travail non-stop. Franchement, samedi, je vais me coucher à 4 heures. Et dimanche, 23 heures, j'avais rien. Puis, je sais pas, je commence à toucher un petit truc d'opti. Je me dis, c'est bizarre, ça tourne, c'est cool. Et à 2 heures du mat, je fais vraiment entrer, ça marche. Et je suis en mode, waouh, enfin, quoi, tu vois. Libération. Donc, on avait passé la deadline. Ouais. Mais bon, j'étais tellement dans le truc que je pensais que ça allait marcher. Et du coup, on trouve un truc. Donc, donc c'est moi qui trouve un truc à 2 heures du mat dimanche. Donc, en gros, un peu le résumé putaclic, c'est, on a recodé Lipit en 3 jours alors que ça fait 3 mois qu'on bossait dessus, quoi. Mais c'est un peu vrai, c'est un peu ce qui s'est passé. Et du coup, il y a eu le gros truc de, tu vois. Tu m'étonnes. Donc après, tu te reprends une semaine de dev, de test, mais en gros, c'était bon, quoi. Voilà. Et donc là, t'es content. Ça, c'était à quelle période? Début mars. Ok, 2024. 2024, ouais. Ouais. Ok. Donc, tu vois, c'est assez récent, hein. Ouais. Alors, nécessairement, tu parlais du marketing et effectivement, ça a bien marché parce que vous avez eu une bonne stratégie, surtout en utilisant des contenus de personnes qui sont connues, en les traduisant et donc forcément, ça a fait des bons buzz sur les réseaux. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces stratégies-là? Il y a plusieurs. Alors déjà, en fait, il y a plusieurs stratégies les unes à côté des autres qui ont fait que ça a marché. Je pense qu'il y a des choses qu'on a mal fait, il y a des choses qu'on a mieux fait que d'autres. Ok. Déjà, oui, il y a rien de mieux que montrer son produit pour ce que les gens utilisent. Voilà. Déjà, ça, peu importe ton business, hein. Que ce soit scanner des factures pour qu'elles se digitalisent. Et j'en connais des boîtes qui font ça, font des millions avec ça. Je comprends pas comment, mais ils font des millions avec ça. Ou traduire des vidéos, quoi. En fait, faut montrer. Concrètement, faut montrer le résultat. Après, le process, ça, c'est aux gens de le découvrir. Si c'est facile, le taux de conversion sera bon. Si c'est pas facile, il sera moindre, mais tu feras des plus gros contrats. Donc, c'est pas grave. Par contre, faut que tu montres le résultat. Et puis, le résultat, plus il a d'effets waouh, mieux c'est. Après, l'effet trop waouh, c'est dangereux aussi. Surtout en plus, en ce moment, avec l'IA, faut faire attention. Mais, ce qui nous a valu quelques détracteurs aussi, qu'on est allé un peu trop dans le waouh. Voilà. Donc ça, c'est donc stratégie. Tu prends des gens connus auxquels les gens peuvent se rattacher parce que c'est pas trop loin. Tu fais un peu de viral d'un point de vue comique. Tu fais des trucs qui ont pas de sens de le faire, mais tu le fais parce que personne va le faire. On a traduit Orelsan. Demain, t'as Aya Nakamura qui sort. Qu'est-ce que enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on a fait. Si Eminem, je crois qu'on a fait. Enfin, tu prends des trucs qui sont pas censés être faits et tu sais que ça va pas bien rendre. C'est-à-dire que notre IA, elle est pas faite pour chanter. Mais le fait de le faire et que les gens voient que c'est un peu possible et que ça arrive et que c'est drôle, c'est viral. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Et la troisième stratégie, c'est dans la création de contenu, il faut faire des blogs de 3 mois. Ça, c'est moi qui l'ai appris en vrai d'expérience. C'est que les gens, pendant 3 mois, ils sont capables de te suivre pour une idée. Plus de 3 mois, ils décrochent. Tu parles toujours de la même chose pendant 6 mois. À la fin, il n'y a plus personne qui réagit à tes posts. Par contre, tu parles de nous, donc ce qu'on a fait. Donc en gros, fin d'année 2023, on parle de concurrencer les Américains. Début d'année 2024, Made in France, sécurisation, vos données, quitte pas la France. Depuis mars, sécurisation de l'IA. Attention, l'IA, faut faire gaffe. Nous, on bosse vraiment pour que il y ait un watermark, qu'on suive que les vidéos elles soient pas n'importe où, qu'on sache que c'est nous qui les avons produites, etc. On commence à parler avec les doubleurs pour faire de la rémunération parallèle et tout. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment, mais bref. Mais voilà, en gros, faut changer. Donc là, en gros, nous, ça fait 9 mois, quoi, en gros. Et donc, tu vois, on a déjà eu 3 tranches de communication complètement différentes. Il faut toujours que tu aies une ligne directrice et une vision qui est la même et parler un peu de la même chose, mais tu as à chaque fois vraiment des façons d'aborder le truc très différents. Et tu vois, typiquement, là, on va rentrer dans une ère où on va commencer à parler beaucoup plus de réussite de Lipit. C'est-à-dire que les gens vont suivre Lipit en tant qu'aventure entrepreneuriale qui marche. Tu vois,
Typiquement, ce que je disais, là, on a eu énormément de visibilité, beaucoup de traction, des taux de conversion complètement absurdes et géniaux. Et tout ça, faut en parler. Et du coup, là, on va arriver sur une ère où on va commencer à parler de la réussite. Et en fait, en faisant des blogs comme ça, tu touches plus de gens. Parce que tu as déjà, au début, ils vont être intéressés pour ça, puis ensuite par ça, puis ensuite par ça. Ouais. Et ça permet aussi aux gens qui te suivent longtemps de pas s'ennuyer. Et voilà, quoi. En fait, je pense que t'as 3 recettes. Un peu de drôle. Faut que les gens se divertissent. Les réseaux, c'est fait pour se divertir. Un peu de concret, monter le résultat. Et le 3e truc, c'est tous les 3 mois, tu changes. Et tu le regardes, hein, n'importe quel créateur de contenu qui marche bien, tous les 2-3 mois, il change. Ouais. Sur LinkedIn aussi, sur TikTok, sur Instagram, pareil. Sinon, les gens, ils se font chier, en fait. Il y a un canal qui a mieux marché que d'autres? En fait, ça dépend ce que tu entends par marché. Parce convertir, quoi, globalement. Ouais, mais t'as convertir business, t'as convertir notoriété. Ce qui est pas la même chose, mais qui a le même impact à la fin. Donc, c'est pas... Typiquement, tu vois, LinkedIn a ouvert beaucoup de portes d'un point de vue notoriété, presse, etc. D'un point de vue un peu de conversion aussi, du coup, mais plutôt de conversion indirecte par la presse qui en parle, qui ramène des gens. À l'inverse, des canaux plus viraux comme TikTok, Instagram marchent plus d'un point de vue conversion directe. T'as le lien, les gens viennent voir, ils testent, 40% de conversion payante. Tu vois, en fait, c'est vraiment 2 mondes qui sont différents et tu vas pas chercher la même chose. Mais par exemple, les gros partenariats, on le signe grâce à LinkedIn. Ouais. Tu vas pas signer un gros partenariat grâce à Instagram, quoi. Par contre, faire passer ton panier moyen de 46 à 100 euros, tu peux le faire avec Instagram sans problème, quoi. Ouais. Donc, non, faut un peu toucher partout. Et après, faut aussi mettre des gens qui le font, quoi. Enfin, tu vois, sur LinkedIn, tu as des gens qui sont spécialisés, qui sont chauds sur LinkedIn, faut les laisser bosser, quoi. Toi, tu leur files du contenu, mais c'est eux qui bossent. Sur TikTok et Instagram, c'est d'autres visions. Moi, je connais pas, je consomme pas ces algos courts, ça me fait chier, clairement. Enfin, en tout cas, mon cerveau n'accepte pas de consommer ça, je sais pas, j'ai un blocage. Mais du coup, je peux pas créer du contenu pour ça puisque je sais pas faire. Donc, par contre, ouais, je laisse quelqu'un et je trouve quelqu'un qui sait faire. Donc oui, tu le payes. Mais en fait, c'est tellement rentable que tu t'en fiches. Ouais, complètement. Alors, tu me parlais effectivement que vous avez quelques détracteurs, notamment, j'imagine, point de vue des doubleurs, forcément, ils doivent se sentir menacés. Aux États-Unis, notamment avec l'arrivée de l'IA, il y a eu les producteurs de films qui sont un peu montés au créneau également, et ce que je peux comprendre, hein, mais chaque révolution a aussi son lot de déconvenus et il faut composer avec. Quelles sont un peu les barrières et ce type de problématiques auxquelles vous avez dû faire face avec l'émergence de votre solution? Comme tu dis, les doubleurs. T'as les doubleurs et t'as les gens ce que j'appelle les peureux, qui ont peur par nature. C'est-à-dire qu'ils vont pas être touchés par ce que tu fais, et rien va changer, ou leur vie va même s'améliorer, mais ils s'en rendent pas compte. Mais ils ont peur quand même. En gros, t'as vraiment ces 2 canaux-là. Les seuls gens qui t'encouragent, c'est la techno pure. Les techno-maximalistes, ceux qui sont à fond dans l'innovation. Bon, en gros, peu importe ce qui se passe, ils seront à fond. Donc c'est cool. Mais ouais, non, d'un point de vue détracteur, c'est clairement les créatifs et les gens qui bossent dans le doublage. C'est le plus gros canot, et ça, c'est des gens qui vont te dire qu'en gros, tu voles leur métier, quoi. En fait, le plus simple pour résumer, c'est vraiment ça. Moi, j'ai une double réponse à ça, toujours, c'est de dire oui. Enfin, au bout d'un moment, je peux pas mentir. Je peux pas mentir. Oui, dans 5 ans, 10 ans, vous n'existerez plus. Voilà. C'est vrai. Mais venez, on crée un modèle où on est tous contents dans cette disparition. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça qu'on l'aborde. Et c'est comme ça qu'on a commencé les discussions avant qu'il y ait l'association des voix françaises pour, ça s'appelle comment? C'est Touche pas à ma voix off, touche pas à ma VF. Donc, rassemblement de doubleurs français pour la VF au cinéma. C'est-à-dire qu'au même moment, on était à Cannes. Donc ça s'est pas forcément super bien passé, voilà. Donc tu vois, certains avec qui on commence à avoir des discussions pour créer des revenus passifs de leur voix, de machin, parce que on est les seuls interlocuteurs en France à faire ça. Donc forcément, il y en a qui viennent nous voir en disant bon, si on veut qu'en France demain on puisse vendre notre voix, faut bien qu'on aille voir les interlocuteurs, enfin l'IPIT. Bon, du coup, ils nous viennent nous voir, et puis dès que ça commence à être un collectif qui lutte contre, évidemment, les individualités, elles se retirent parce qu'elles veulent pas être le vilain petit canard au milieu de tous, quoi. Donc c'est un peu compliqué. On espère qu'après l'été, ça sera un peu calmé et qu'en août, on puisse reprendre les discussions. Donc on croise les doigts. Mais ouais, c'est dommage parce que ça casse un peu la dynamique, surtout un peu française, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Tu vois, je l'ai eu avec ma première boîte, comme je le disais. Donc
Ça me fait moins peur maintenant parce que je prends plus de recul. En fait, là, en quelque sorte, je me dis, je fais de l'innovation pour faire de l'innovation, c'est cool, c'est de la tech. Avant, j'étais plus en mode, putain, je comprends pas, genre, je suis engagé pour une cause qui est bonne et les gens me disent que c'est pas bien ou ils veulent pas, quoi. Et à l'époque, c'était ça qui m'avait fatigué, c'était ce contraste de me dire, putain, je me bats pour vous et vous me mettez des bâtons dans les roues, je comprends pas. Là, je me bats pas pour eux, en fait. En quelque sorte, je me bats pas pour les doubleurs. Moi, je suis prêt à les onboarder dans le process pour qu'on fasse de l'argent tous ensemble et que le monde évolue dans le bon sens. Mais bon, d'un autre côté, c'est un peu comme les caissières, hein. Enfin, ou caissières. Avant, il y en avait peut-être 15, maintenant, il y en a 3 et ils sont aux caisses automatiques. Ouais. Bon, bah, t'en as qui ont accepté de se former aux caisses automatiques et accepter cette révolution. Ils sont restés. Les autres sont partis, ils ont fait autre chose. Ils ont pas perdu leur boulot. Enfin, ils ont perdu un boulot, ils ont retrouvé un autre. Franchement, l'équivalence des boulots, il y en a toujours, hein. Peu importe ton niveau de vie, tu retrouveras à peu près un boulot similaire. Donc voilà. Après, oui, le problème, c'est que peut-être qu'ils vont passer de doubleur à cliquer pour dire à l'IA est-ce que c'est une piscine ou pas. C'est ça aussi le problème. Mais c'est pour ça qu'on est vraiment engagé pour dire venez nous parler, on va trouver des solutions ensemble. Et nous, on est prêt à monter et on parle beaucoup aux politiques depuis le début de l'année pour dire faut réguler. Genre nous, on est les premiers à le faire, mais on veut réguler. Écoutez-nous. Bon, le problème, c'est qu'ils sont occupés à autre chose en ce moment. Ouais, il y a 2-3 sujets. Entre le remaniement du gouvernement en janvier et puis là, les nouvelles élections européennes puis législatives, là, ça va être compliqué. En fait, le problème, c'est qu'en gros, dès que tu parles à quelqu'un, dès qu'il y a des mouvements comme ça, tu perds tout ce que tu as gagné. Ça repart à zéro. Donc, c'est ça qui est assez compliqué d'un point de politique, mais on fait avec. Ouais, bah déjà, vous avez mis en place la démarche dès le début, donc on ne peut pas vous tomber dessus, mais c'est juste, ça va être un travail de longue haleine et faut que vous gardiez quand même votre vision business. Ah bah oui, de toute façon, une entreprise, c'est fait pour faire de l'argent. Hein. Ouais. Sans argent, on vit pas. Donc, ouais, totalement. Mais non, on essaye. Enfin, en fait, vraiment, le but, c'est juste de se dire, venez, on construit quelque chose ensemble le mieux possible. Et puis moi, clairement, je leur dis, mais si on bosse ensemble, l'IPIT, elle sera meilleure. Et vous serez plus contents. Donc venez, on bosse ensemble. Mais bon, en ce moment, c'est un peu dur. Ouais. Tu me disais qu'avec notamment la com que vous avez fait sur LinkedIn, par exemple, ça vous a donné accès à des relations presse, puis des passages dans des dans des canaux qui sont très regardés, notamment BFM où tu as pu faire l'annonce récemment. Ton podcast de lancement et de mon podcast, bien évidemment. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais totalement. C'est sur LinkedIn qu'on s'est parlé. Donc, ouais, puis on s'est revu à Vivatech, donc c'était le bon la serrage de main. Voilà, c'était le moment. Exactement. Mais effectivement. Quelles ont été les retombées un peu de tout ça? Est-ce que, au même titre que ta première boîte où d'entrée, tu as fait jouer ton réseau pour avoir un super beau client, est-ce que vous avez déjà réussi à avoir des beaux comptes comme ça, un peu des... Alors, en signature. Ouais. En signature à date, je peux pas... Enfin, on a signé déjà des beaux, mais je peux pas citer. Mais par contre, on a des très très bons en signature, dont des chaînes chez qui on est passé. Donc, vous pouvez les retrouver. Mais ouais, c'est des très très beaux projets pour 2025. Okay. Très gros projet. Ça peut être du 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut être, génial. Ça peut être des très très beaux projets. On est en train de voir ça. Et on va dire que le monde du média est en train d'évoluer vers l'internationalisation. On est au bon moment, quoi. Ouais. Sur ça, on est au bon moment et du coup, on devient les interlocuteurs privilégiés de beaucoup de chaînes. Donc, ouais, si tout se passe bien, 2025, ce sera une belle année pour l'IPIT. Ok. Et alors, tu me disais qu'il y avait un concurrent aux États-Unis. Comment vous vous positionnez par rapport à eux? Comment vous arrivez à faire votre place Ouais, ça, c'est la même chose. Ce que tu disais sur LinkedIn en stratégie, c'est du branding. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment tu vas te placer sur le marché pour que les gens te fassent confiance à toi et pas aux autres. Parce que contrairement aux États-Unis où ils sont hyper patriotes, en France, on n'est pas patriote. Français ou pas, globalement, on va au moins cher ou plus efficace. C'est dommage des fois, mais d'un autre côté, bon, c'est comme ça que les Français marchent. Donc, il fallait trouver un moyen de se différencier. Donc, le Made in France, 100% sécurisation des données, fait une énorme différence pour beaucoup. Être français et être petit, entre guillemets, ça change tout aussi. Typiquement, tu regardes les concurrents, tu leur envoies un mail pour dire j'ai un super projet. Tu peux dire que tu as des milliards. Hein. Ils te répondent sous 3 semaines avec un mail en gros qui dit est-ce que tu as 10 000 € à mettre, oui ou non? Si tu as 10 000 €, on parle. Si tu n'as pas 10 000 €, on parle pas. Donc quand tu as un plus petit, mais qui te répond en disant oh, on va voir ce qu'on peut faire ensemble, etc., c'est là où ça change la dynamique aussi et tu peux créer plus de synergie. Donc nous, on est plutôt dans cet axe-là avec le Made in France et être petit.
Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, franchement, on est meilleur. Enfin, il y a pas de... On est meilleur d'un point de vue... Alors, c'est très spécifique, mais d'un point de vue modèle d'algo d'IA, nous, on a un... Pour schématiser, eux, ils ont des modèles qu'ils entraînent sur toutes les têtes, mais du coup, ça prend du temps à entraîner. J'ai besoin d'avoir toute ta vidéo pour entraîner sur toute ta vidéo. Nous, on a fait un pas inverse, on a entraîné un énorme truc. Donc oui, à chaque fois qu'on entraîne, ça nous prend 2 semaines, pour te dire, hein, ça prend 2 semaines à s'entraîner. Donc tu croises à chaque fois les doigts, évidemment. Mais une fois qu'on a entraîné ce gros truc, on a besoin d'une seule fois ta tête et après on peut te faire parler. Ok. Ce qui nous permet de dire que mi-2025, nous, on fera du live. Eux, ils peuvent pas. Parce que comment tu fais du live si tu as besoin de la vidéo en entière avant de le faire? Tu peux pas. Et donc, c'est là où nous, on est meilleurs, en fait. C'est là où nous, la valo de la boîte, l'année prochaine, elle va exploser. Parce que le live, lip sync, donc traduction, voice cloning, lip sync, ça n'existe pas. Ça va arriver évidemment dans toutes les confs, partout, on le sait très bien. Mais sauf que pour l'instant, à date, c'est notre algo qui est le meilleur sur ça. Et donc sur ça, on a de l'avance. Et le troisième point, je dirais que c'est pas négligeable, mais on est entre 3 et 5 fois moins cher. Ce qui joue un peu quand même dans le portefeuille des gens, quoi. Quand tu dois payer, en gros, pour l'équivalence de notre service, chez les concurrents, tu dois payer 10 € la minute. Ok. Nous, on est entre 1,40 € et 70 centimes la minute. Donc, on est 10 fois moins cher. Tu vois. Quand je dis 3 ou 4 fois moins cher, c'est parce qu'il y a des cas sur lesquels tu peux être que à 3, 4 fois moins cher. Mais ouais, tu vois. Et cette différence-là, en fait, elle s'explique tout simplement parce qu'on a un meilleur algo. Il pèse moins lourd. Donc, le fameux truc que je te disais tout à l'heure, avoir des galères, mais ça permet aussi de trouver des solutions qui sont exceptionnelles sur le marché. Et on est globalement l'IA à la française. On va pas se mentir, hein. Tu regardes tous les lead tech de toutes les grosses boîtes américaines, tu as minimum un Français dedans. Parce que dans les grandes écoles d'ingé françaises, honnêtement, le niveau d'IA, il est en balèze. Très élevé. Enfin, tu vois, moi j'ai fait Ensta d'abord et Polytechnique. Je vais pas te mentir que le niveau d'IA, on ne présente pas. Quand tu le fais à l'époque, on disait même pas que c'était de l'IA. On parlait de machine learning, on parlait de deep learning, on faisait des exercices, des machins, mais on parlait pas d'IA. Ça s'appelait data science, tu vois, à l'époque. Maintenant, c'est data IA, tu vois. Ils ont compris pour branding, mais voilà. Donc ouais, en vrai, c'est ça. En fait, la réalité, c'est juste que les ingénieurs français, on est meilleurs. Enfin, il n'y a pas toutes les papiers de recherche. Globalement, à date, tous les papiers de recherche, c'est soit des labos américains, c'est des Français qui bossent dedans, ou soit des labos chinois, parce que les Chinois, ils sont méga bons. Mais ils restent un peu entre eux. Voilà. Et alors, pourquoi ce choix effectivement d'avoir un service à moindre coût où potentiellement tu peux servir beaucoup de personnes versus faire un truc un peu plus high ticket, aller chercher des gros comptes, ce que tu me disais sur ta première boîte où notamment la première présentation tu doubles les prix et t'as bien fait et ça se trouve tu pouvais même aller plus loin. Je pense que j'aurais pu aller plus loin. À partir du moment où ils ont dit je prends le plus gros et on se pose pas de questions. Sans négo, c'est que voilà. Mais bon, faut on apprend aussi, déjà moi j'avais l'impression, t'imagines vendre, enfin je veux dire c'est quoi, 21 ans et demi, 22 ans, tu vends un truc à 50 000 balles. C'est dingue. Déjà pour toi, dans ta tête, t'as l'impression que t'es un génie. Et qu'on est sorti, on s'est sauté dans les bras avec mon associé, quoi, tu vois. Et du coup, pourquoi ce choix de business model? Tu me dis que vous êtes une boîte tech, mais du coup, il y a des agences qui servent de votre solution pour le vendre plus cher. Quelle est un peu la stratégie derrière ça? Quelle est la vision finale de l'EPIT? Déjà, il y a 2 stratégies. Il y a une stratégie qui est claire, c'est que j'en ai marre de serrer des mains. C'est aussi la réalité. J'ai fait du gros B2B. Le gros B2B, c'est de la politique, hein. C'est du serrage de main. Faut passer de main en main pour trouver la personne qui décide et signer un gros chèque. Le problème de ça, c'est que t'as jamais la bonne personne. C'est long. C'est des déplacements dans Paris non-stop. Bon, j'en avais marre. J'avais envie de créer plus du produit. Focaliser mon énergie sur du produit. Donc ça, c'était ça. Première stratégie, c'est ça. Juste, j'ai pas envie de faire ça, donc je fais autre chose. Et ensuite, l'autre truc, c'est que là, on a une stratégie et on est en train de la mettre en place, ouvrir des agences un peu partout dans le monde qui sont basées sur l'EPIT et qui revendent le service. Donc, c'est pas l'EPIT, le nom, mais c'est des agences qui revendent le service. Et donc, en fait, on leur fait des tarifs préférentiels. Donc, en fait, elles sont moins chères que les autres agences qui revendent notre service. Et nous, on prend un pourcentage du CA. Voilà. Ouais, c'est comme si tu crées des équipes de sales dans les différents pays, sauf que tu les mets sous une égide. C'est ça. C'est ce qu'on appelle du coup, c'est en gros, c'est une marque de distribution. Ok. Voilà.
une marque distribution en marque blanche. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu leur refais un bout de tech, potentiellement hébergé chez eux. Comme ça, ils peuvent avoir leur branding aussi made in France, made in Italie, made in Allemagne. Puis nous, on a tous nos agos. Donc, qu'on le mette en Allemagne ou en France, c'est la même chose, hein, concrètement. Et donc, du coup, eux, chacun peut vendre ce truc-là et revendre le service. Et nous, on prend à chaque fois. Parce que c'est notre IP quand même. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est la partie exécution business. Sur la partie proposition de valeur, où est-ce que tu souhaites emmener Lipit D'un point de vue proposition de valeur, nous, en gros, on est un outil de diffusion. En fait, on veut emmener Lipit pas sur un outil de post-prod, c'est-à-dire pas sur un outil qui te demande du temps, qui te demande, tu vois, de vérifier tous les trucs, de machin. En fait, nous, on a une vision, c'est de se dire, l'IA, c'est bien, mais l'IA, c'est pour remplacer vraiment quelque chose. On n'est pas là pour avoir une IA intermédiaire qui te fait quand même corriger toutes les traductions, qui te fait corriger... Enfin, en fait, ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, tu passes autant de temps que prendre un doubleur, quoi. Et c'est dommage. Enfin, ce sera moins cher, mais il manque quelque chose, je trouve, en valeur. Moi, j'aime bien être disruptif quand je crée quelque chose. Et donc, du coup, non, nous, on a un outil de diffusion. Donc, en fait, nous, demain, on veut que Lipit soit suffisamment performant pour être plug sur des algos, tu sais, qui repostent tous les TikTok, les machins. Et donc, en fait, tu postes une fois sur Instagram, ça passe par un algo qui va te le traduire dans les langues que tu as choisies et reposter sur tous tes comptes de toutes les langues. Et tout ça, tout en automatique. Voilà. Et en gros, nous, c'est vraiment là où on veut amener Lipit. C'était de la diffusion sans que tu aies à faire rien du tout. À date, on propose de corriger et tout parce que la proposition de valeur veut que les gens veulent un peu de qualité quand même. Mais globalement, fin d'année, on n'aura plus besoin. Et donc, on veut l'emmener là et surtout, on veut l'emmener vers l'adaptation. Ça veut dire, en plus d'être de la trad pure, c'est-à-dire, je m'appelle Antoine, my name is Antoine, on a vraiment envie que ça se transforme en, si je cite l'AFP, par exemple, en France, bah, si je le traduis en espagnol, ça aille chercher l'équivalent de l'AFP en Espagne pour que les gens là-bas le comprennent. Et c'est là où on parle d'adaptation et pas de traduction. Typiquement, dans l'humour, énormément d'adaptation dans l'humour. Il n'y a pas de traduction dans l'humour. C'est catastrophique la traduction dans l'humour. Voilà. C'est pas pour rien qu'on a signé un gros acteur de l'humour aussi, parce qu'on veut aller vers là-bas. Et bah, pour aller vers là-bas, il faut avoir des contenus sur lesquels s'entraîner, etc. Est-ce que vous avez un sujet de propriété de contenu de ceux qui vont être traduits et de certification in fine, parce que on pourrait se dire bon voilà, est-ce que du fait qu'on change de langue, bon, on n'a pas l'original, donc est-ce que la personne a bien dit ça, comment on fait pour authentifier et s'assurer que c'est bien la personne qui a dit ça et que c'est bien traduit Alors déjà, alors à date, on a un watermark, donc on peut retrouver que ça a été fait par Lipit. Déjà, c'est le premier truc. Là, à date, mais ça va changer dans les semaines à venir, mais à date, on ne peut pas modifier la traduction. Ça veut dire que tu corriges la base, mais ensuite, c'est nous qui traduisons et tu n'as pas de mots à dire sur ce qui a été traduit. Ce qui permet de sécuriser, parce que du coup, bah, en gros, tu changes juste la version de base, mais tu peux pas changer machin. Donc, en vrai, tu pourrais faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit en anglais, mais s'il n'est pas naturellement anglais, du coup, le deepfake est pas bon. Donc voilà, on essaie de contourner ça comme ça. Mais en fait, on va sortir la fonctionnalité où tu peux éditer, mais on la sort en même temps qu'une sécurité qui dit que si tu changes le sens du texte, tu pourras pas le faire. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux changer, tu vois, 2-3 mots parce que, je sais pas, le point est pas au bon endroit, la virgule, tu peux changer un tout petit peu, mais au global, on réanalyse pour savoir est-ce que le texte, ça reste le même dans le sens ou pas. Si ça reste pas dans le même sens, on te bloque, t'as pas le droit de le faire. Et c'est retour en arrière, allez, réessaye de corriger ton truc. Voilà. L'avantage de ça, c'est que du coup, ça évite de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Complètement. Et ça, c'est hyper important. Et ensuite, la sécurité step en plus de cette vérification-là, c'est le fait que on va ajouter en fait un step de KYC. Ça veut dire que on va pas pouvoir cloner les voix ni faire modifier les aspects du visage de personne d'une vidéo qui n'a pas dit oui. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, moi, je te prends avec mon téléphone, hop, et puis je te fais traduire, je te fais dire n'importe quoi, en fait. Enfin, pas n'importe quoi, mais même, t'as pas forcément envie d'avoir... Enfin, c'est tes droits, quoi. C'est ce qu'on appelle le droit de la personnalité. Je peux pas faire ce que je veux avec ton image et avec ta voix. Et pour ça, du coup, on va faire des KYC. Donc, en gros, c'est des liens envoyés à la personne qui a uploadé la vidéo, qui, lui, est en charge de redistribuer aux bonnes personnes. Et nous, on vérifie que c'est les bonnes personnes. Donc, ça veut dire que si c'est ta tête qui est de la vidéo, ça peut pas être Martine qui dit que c'est bien moi qui est dans la vidéo. Non. Tu vas devoir mettre ton téléphone et faire ça pour être sûr que ce soit toi. Voilà. Donc le watermark, c'est vraiment l'inscription sur l'image que l'on voit ou c'est... Non, tu vois pas en fait. En fait, tu le vois pas.
En gros, c'est un énorme filigrane, mais que tu vois pas, qui est encodé dans la vidéo, D'accord. qui fait que nous, à tout moment, et il y a énormément de plateformes qui font ça, hein, mais enfin pas pour l'IA encore, mais pour retrouver des contenus et machin. OK. Et donc nous, ça nous permet de savoir est-ce que ça a été généré par nous, oui ou non. Est-ce que ça a été modifié en plus? Est-ce que c'est la vidéo de base ou est-ce que c'est édité? Et quel est le user, l'ID du user qui a produit ça? Mmh. Ce qui nous permet, nous, de nous dédouaner énormément. Parce que dans les CGU, du coup, tu es responsable de ce que tu produis. Mais bon, on sait que si on fait ça, le jour où il y a du terrorisme qui est fait avec Lipit, Ouais. l'État, ils vont venir nous chercher, ils vont dire, les gars, c'est qui a fait ça? Et donc, du coup, voilà, on essaie de se sécuriser comme ça en disant, bah, nous, on peut retrouver qui a fait ça. Voilà. Ouais. Donc, ID user. Ouais, complètement. Et alors, cette techno, parce que tu me dis qu'il y a beaucoup de personnes, qui l'utilisent, mais alors je me questionne parce qu'il y a un sujet de plus en plus de personnes se font voler leurs contenus qui sont repostés sur des comptes et souvent monétisés en plus et parfois pas tournés forcément à leur avantage, Ouais. et cetera. Bon, c'est un sujet intimement lié quand même, comment tu vois ça, par la suite? Est-ce qu'on pourrait avoir un certificat individuel comme ça, un peu d'authentification de contenu et pouvoir justement, via les plateformes TikTok, Instagram et cetera, faire des détections de, OK, c'est moi qui ai posté ça ou pas et Ouais. faire bannir, Ouais, moi, je pense que pour te répondre, c'est une très bonne idée de business. Ouais. Je pense que devenir un certificateur, peu importe, hein, un certificateur de quelque chose, je pense que c'est un très très bon business. Le seul problème, c'est que tu deviens un politique. Mmh. C'est-à-dire que tu peux faire beaucoup d'argent, mais tu deviens un politique parce qu'il va falloir que ton certificat, ce soit lui qui soit adapté, Ouais. pas quelqu'un d'autre. Parce que sinon, tu travailles dans le vent. Et c'est là où c'est compliqué. C'est de se dire, donc nous, on essaie d'anticiper, c'est pour ça qu'on pousse d'un point de vue, donc début de l'année, vraiment les politiques, en disant, il faut mettre quelque chose pour dire que toutes les plateformes, tu vois, typiquement Instagram, dès que tu fais un truc un peu réalisme, mais genre un peu lissé, si tu mets des effets, et qui détecte que c'est peut-être de l'IA, Mmh. il met généré par IA. Sur Instagram, maintenant, c'est ça. J'ai vu ça il y a 3 jours. C'est lunaire. Mmh. Tu peux pas mettre peut-être généré par IA. Non, mais tu vois, c'est absurde. Mmh. Pourquoi on se dit pas juste tous, allez, c'est ce certificat-là qui doit être en watermark invisible encodé dans la vidéo. S'il y a ça, c'est généré par IA. S'il y a ça, il n'y a pas, c'est généré par IA. Et toutes les boîtes, on se met tous d'accord pour l'intégrer. Mmh. Honnêtement, ça coûte pas cher. C'est méga rapide à faire. Ça te prend peut-être 1 seconde de process sur une vidéo. C'est bon, on peut tous faire l'effort de le mettre, quoi. Ouais. Non, on préfère rester dans l'incertitude de est-ce que c'est généré ou pas. Moi, je pense que c'est compliqué, ça. Je pense qu'il faut absolument mettre quelque chose. Et c'est ça qu'on essaie de pousser d'un point de vue politique européen. On a de la chance qu'un de nos avocats, c'est un des avocats qui bosse sur les actes d'un point de vue européen. Mais même lui, il dit rien qui passe, quoi. Mmh. C'est compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Donc nous, on demande ça. On demande qu'il y ait un petit certificat. Donc c'est encodé en fait dans la vidéo. C'est un truc que tu vois pas. OK. Mais en gros, pour faire très simple, c'est pas le cas, mais pour essayer de simplifier, c'est des pixels noirs et blancs que tu vois pas à l'œil, mais qui font un code dans la vidéo qui te permettent de retrouver à tout moment la vidéo et de lire quelque chose. Mmh. Tu es d'accord que sur un 4K, que tu aies un petit point noir ou pas, globalement, tu vas pas le voir. Non. Ben voilà. Et ben en gros, c'est le même principe que ça, mais sauf que tu as du code qui est écrit derrière. OK. C'est pas très compliqué, quoi. Je veux Mmh. dire, c'est juste, tu as une vidéo et tu mets quelque chose en transparence. Hein. C'est pas vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Ouais, c'est purement politique. C'est poétique. Le problème, c'est que pour que ça marche, il faut qu'on se mette tous d'accord. Mmh. Et ça, c'est compliqué. Ça, on sait pas faire. En vrai. Bon, ça va venir, c'est des sujets encore très récents et Oui, mais le problème, c'est que moi, je leur dis, OK, RGPD, vous avez mis 10 ans à le faire. Ouais. Venez, cette fois-ci, on essaie de typer un peu, quoi. Mmh. Non, ils sont bloqués. Puis, ils ont d'autres chats à fouetter, là. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, génial. Écoute, maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'on a posé un bon contexte, je te propose de te poser les questions de si tu devais recommencer demain, un SaaS, mi-agence, mi-SaaS, from scratch. OK. Par quoi tu commencerais? Qu'est-ce que tu ferais au regard de ton expérience, acquise? Alors, repartir de zéro. C'est toujours compliqué, en vrai. Non, moi, je vais dire le tuto que je dis de base. Je pense que c'est un des meilleurs tutos pour pas se faire peur sur de l'engagement qui a pas de sens. Je m'explique. Le tuto, il te permet d'en gros, en moins de 3 mois, être sûr que tu as une idée qui marche. C'est quand même pas mal. Et marcher sans investissement initiaux. Mmh. Ça veut dire sans prendre 500 000 balles sur ton compte, sans lever des fonds. Parce que je pense qu'on est dans une tendance entrepreneuriale où il y a de moins en moins ce truc-là.
parce que les VC et les business angels investissent que sur les trucs qui sont rentables. À date, honnêtement, très très peu de boîtes qui... Bon, il y a Mistral, mais voilà, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, les boîtes qui lèvent beaucoup sans rien avoir, quoi. Donc, premier truc, tu prends un sujet, tu t'identifies un problème. Donc souvent, tu vois, typiquement, là, le problème, voilà, certification. Problème, les créateurs de contenu se font voler leur contenu. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ça? Ok, certificat, ouais, mais c'est compliqué. Un truc qui scrape les contenus, qui va voir TikTok, machin, avec des mots-clés et qui signale tout. Bon, ça se fait sûrement déjà, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là? Ok, j'ai une idée. Une fois que j'ai une idée, je ne dev absolument rien. Surtout, je ne fais pas une ligne de code. Et c'est un ingé qui te dit ça, hein, mais je ne fais pas une ligne de code. Je crée une landing page. D'accord? Je paye Framer, Webflow, WordPress, sans branle. Tu payes quelque chose, ça te coûte 10 balles par mois. Tu payes ça, tu payes un template si tu veux, ou tu prends des templates gratuits. Tu fais une belle landing page, tu fais un faux logo, tu fais un faux nom, on s'en fout. Voilà. Tu achètes un nom de domaine, pareil, ça te coûte 10 balles. Une fois que tu as ça, tu as une vitrine. Sauf que cette vitrine, il faut l'habiller. Donc le wording, tu essayes d'imaginer tes clients, qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre. T'écris ça. Ensuite, tu vas sur Figma. Donc Figma, c'est une application qui permet de faire l'UI, UX. Ça veut dire essayer de créer comme si tu avais une application, mais il n'y a rien qui marche. Juste du visuel. Okay. Bon, maintenant, je crois qu'il commence à faire comme si ça marchait, mais te fais pas chier, fais juste du visuel. Et là, t'imagines, franchement, là, tu prends un jour. Hein. Tu te mets à fond et tu dis, je prends une couleur noir et blanc. Tu as juste une couleur pour les boutons. C'est ta couleur de ta marque, on va dire. Et là, tu crées, si c'est une application, tu crées une application. Si c'est un site web, tu crées un site web. Comme si tu y étais. Tu mets toutes les fonctionnalités que tu veux, ok. Tu mets tout ce que tu veux, tu dis que ça fait... bref, ça peut aller sur la Lune. Enfin bref, vraiment, tu mets tout ce que toi, tu penses qu'un client veut voir. Une fois que tu as ça, tu mets ça sur ta landing page comme si ça existait déjà. Et tous tes call to action, donc tes CTA, donc c'est des boutons qui permettent de faire une action. Les gens, ils vont arriver sur la landing page. J'explique après comment on ramène des gens, mais ils vont arriver sur la landing page et ils vont devoir cliquer sur quelque chose s'ils sont intéressés. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont être intéressés, mais par contre, faut savoir qu'ils sont intéressés. Pour ça, très simple, tu prends ta SendGrid, Twilio de SendGrid, ou tu as Mailchimp, ou tu as... En gros, tu prends un provider marketing d'email qui te permet de récupérer les emails. Je dis SendGrid parce que c'est le plus simple, c'est gratuit, tu te fais pas chier, tu fais un formulaire de contact, nom, prénom, adresse mail, pourquoi tu es intéressé, point, entrée. Tu fais une petite automatisation, franchement, c'est méga simple à faire, c'est no code. Hein. Là, tout ce que je dis, c'est no code, pas de code. Tu cliques et tu dis envoyer un mail, merci de vous être inscrit, je sais pas quoi. Tu peux même donner une étoile sur votre ressenti, tu fais ce que tu veux. Le but, c'est juste que les gens ils disent ah punaise, c'est bon, ça marche. S'ils reçoivent rien, les gens ils ont juste l'impression que ça marche pas. Tu leur envoies quelque chose avec ta DA, tu fais une petite email quoi. Enfin voilà. Et là, déjà, dans la tête des gens, tu as un produit exceptionnel. Alors que tu n'as rien concrètement, mais tu as un produit exceptionnel qui fait les fonctionnalités qu'ils ont envie, qui est dans la niche qu'ils ont envie. Et s'ils t'ont laissé leur adresse mail, ça veut dire que, en gros, il y a quand même plus de 10% de chances qu'ils payent. C'est rare. Hein. En ce moment, les gens commencent à comprendre que les adresses mail, c'est chiant de donner des adresses mail, donc il y a de moins en moins de gens qui le donnent. Une fois que tu as ça, il faut ramener des gens dessus pour que les gens ils fassent ce process-là. Pour ramener des gens dessus, tu as 2 choix. De toute façon, allez, 3, on va dire. Je vais rajouter le call dedans, mais bon. 1, création de contenu. Peu importe quelle plateforme, on s'en fout. T'en prends une seule au début. Je dirais, si tu fais du B2B, va sur LinkedIn d'abord. Si tu fais du B2C, va sur Insta et TikTok. Mais voilà. Et tu crées du contenu. Le contenu a un seul but. Tu parles de toi, de ce que tu as envie de faire et de ce que tu es en train de faire. Donc, tu parles du produit comme s'il existait. Voilà, tu peux montrer des petites démos que tu as fait à la mano sur Figma, donc c'est en fake, mais pour dire ce que tu as envie que ça te crée, quoi. Tu parles de ça et tu dis putain, je suis en train de monter ça ou machin, ou je sais pas, tu storytell, tu dis que tu as un ami qui lui est arrivé ça et du coup tu as créé ça. Tu vois, je sais pas, j'ai un ami youtubeur, il s'est fait voler tous les trucs, un mec, il a fait 200 000 vues alors que lui, il fait 10 vues sur ses vidéos, c'est abusé et tout, je me suis dit que je devais l'aider, voilà. C'est du storytelling, on s'en fout que tu es un ami ou pas. Le but, c'est d'en parler pour que les gens se disent ah, je comprends pourquoi il a créé ça. À ce moment-là, à chaque fois, sous les vidéos, enfin, fin des vidéos et sous les vidéos, parce que les vidéos, c'est ce qui marche le mieux, ou sous les posts, tu mets
le lien de ton truc. Si vous voulez en savoir plus, par ici, à la fin des vidéos, tu dis ouais, du coup et tout, du coup là on a lancé le produit et tout. Si vous voulez vous inscrire à la waiting list, c'est par là. À ce moment-là, tu as des gens qui sont intéressés, qui consomment, qui te donnent la notoriété, qui te donnent leur mail, qui sont intéressés par ton produit, alors que tu n'as rien. C'est ta base utilisateur. C'est le premier step. Là, honnêtement, si t'es bon, en un mois, parce que tout ça, il faut que tu le fasses en moins d'un mois. Sinon, voilà, faut vraiment que tu charbonnes. Enfin, je veux dire, t'es dans l'entrepreneuriat, t'es pas là pour faire des journées de 2 heures, quoi. Voilà, tu charbonnes, mais une fois que t'as charbonné, ça, normalement, au bout d'un mois, honnêtement, si t'as pas plus de 1000 users inscrits, c'est que t'es pas très bon. 1000 users, c'est pas grand chose. On a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est pas grand chose. Par contre, 1000 users payants, c'est énorme. Mais pour l'instant, ils sont pas payants. Ouais. Déjà, t'as ça. Une fois que t'as ça, tu vois, en fait, est-ce que t'as 1000, oui ou non? Est-ce que t'as 500? Il y a peut-être un truc à changer. Est-ce que t'as 1500, 2000, 5000? Nous, par exemple, Lipit, donc nous, on a fait ça, mais on l'avait déjà en produit, parce que moi, je savais que j'allais faire cette stratégie-là, mais en parallèle, je développais le produit parce que je peux pas prendre trop de retard. Si j'attends qu'il y ait des gens, développer une IA complète, ça prend trop de temps, mais on a fait ça, on a eu 8500 inscrits, Ok. tu vois. Quand t'as ça, tu sais que t'as la poule aux œufs d'or. Tu sais qu'il faut que tu y ailles à fond, que ton branding il est bon, que ton produit il est bon, que la proposition de valeur elle est bonne. Bon bah go, tu vois. Et en fait, c'est là où tu vas jauger. Globalement, c'est simple. Si tu as moins de 1000, faut peut-être changer 2-3 trucs, une semaine de plus, tu vois, pour voir. Si tu as entre 1000 et 5000, c'est vachement bien. Ça veut dire que tu peux avoir un business qui tourne. Tu vas faire le fameux SMIC LinkedIn 10K par mois avec ton SaaS, machin. Voilà. Et au-dessus, c'est une boîte à croissance, ça commence à être vraiment intéressant. Faut que tu commences à te faire un peu de réseau VC et tout, parce que potentiellement, il faudra que tu lèves des fonds pour avoir de la croissance, enfin pour éponger la croissance. Pour l'instant, t'as rien, t'as juste une base d'utilisateurs, mais ça te permet de savoir est-ce que ton produit répond à un problème ou pas. Si t'as 1000 ou moins de 1000 là, tu pivotes. Tu parles différemment de ton produit. Tu changes ta maquette. Finalement, c'est pas un site web, c'est une application. Hop, et tu fais ça chaque semaine. Une fois que, en gros, tu as lancé en moins d'un mois, toutes les semaines, tu vas changer un tout petit peu. Une fois que tu as touché un point, donc ça, en gros, un mois et demi max, toucher un point qui te dit un pain point. Ce qu'on appelle les pain points, c'est putain, les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour ça, potentiellement. Une fois que tu as touché ça, à ce moment-là, tu commences à dev. Avant, tu dev pas, ça sert à rien. Sinon, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle les développeurs maudits. Ils développent pendant des années des trucs, il n'y a jamais rien qui sort. Donc, une fois que tu as touché ça, tu développes. Moi, ce que je conseille, si c'est pas compliqué, un SaaS, en ce moment, honnêtement, un SaaS, te prends pas la tête à développer toi-même. Bubble, Webflow, connecté à Airtable, Make, Zapier, t'as plein de trucs no-code. Je suis ingénieur, je devrais pas dire ça, mais honnêtement, soit tu t'associes avec un mec technique qui fait déjà le truc de base, qui achète un boilerplate, ça veut dire un template déjà fait de SaaS sur Next.js, qui est le plus courant à date en langage de programmation, enfin en framework, enfin bref, basé sur un langage de programmation, bref, qui te permet de faire des SaaS, soit tu vas sur du no-code. Mais franchement, à date, t'as, sur le marché, des SaaS qui font des millions, t'as 90% qui pourraient être faits en no-code. Ouais. Sans problème. Faire un proof of concept au début, faire une maquette. Exactement. Voilà. Et c'est là où tu tombes pas dans le piège de, t'as listé plein de features là pour donner beaucoup envie aux gens. Seul problème, c'est que, tu devs quoi? Je vais pas développer pendant 6 mois un truc et au final, les gens ne vont pas payer. Donc, ce que tu fais, c'est que tu envoies un mail aux gens et tu leur dis qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce que je vous ai montré là. Quelle est la fonctionnalité qui vous donne envie d'acheter ou qui vraiment vous aiderait de ouf à ne pas vous faire voler les vidéos. Et ils vont t'en donner une. En moyenne, tu vas regarder. En général, tu as plus de 60% qui est une seule réponse, c'est la même. Et tu devs que celle-là. Tu vas pas te faire chier à développer des fonctionnalités que les gens veulent pas. Donc, tu développes que celle-là. Et potentiellement, je te dis, parce que je suis en train de monter des boîtes à côté aussi, associées avec d'autres gens, ça peut être une carte où juste les gens mettent un point et c'est leur localisation. Ça peut être que ça. T'as pas besoin d'expliquer que non, en plus les gens ils peuvent se parler entre eux, un réseau social, Tinder, il y a le swipe magnifique. Non, on s'en fout. Le but c'est juste que les gens ils voient des têtes de gens, ils disent j'aime ou j'aime pas. On s'en fout de l'animation, on s'en fout de... Non, la version la plus simple possible que les gens ils veulent. Une fois que t'as fait ça, tu sors le truc. T'envoies, et c'est là où il faut faire méga gaffe, t'envoies un mail à 10% des gens qui se sont inscrits. Et t'attends, tu regardes comment ils utilisent. Est-ce qu'il y a des gens qui payent? Est-ce qu'il y a des gens qui payent pas? Et là, t'écoutes leur retour. Non-stop, tu mets un crisp sur ton site, peu importe nos codes ou pas, tu peux, c'est un service client intégré.
Les gens, ils cliquent et ils répondent, ils posent des questions, ils disent ça marche pas, ça marche, merci pour ça. Des fois, t'as des gens, ils sont adorables, ils te mettent, putain, incroyable ton produit, tu vois, mais ça. Et il y a des fois, c'est, putain, j'ai voulu traduire en espagnol, ça a traduit en italien, voilà, parce que le mec, il a mal cliqué, tu vois. Enfin, ça arrive aussi des fois, tu vois, mais, ou, nous, typiquement, il est pas optimisé sur mobile, il y a des gens qui utilisent Lipid sur mobile, ils te disent, je vois pas où je télécharge la vidéo. Et j'ai un message qui est préfet, qui dit, swipe de gauche à droite pour voir s'il y a pas un bouton à droite, quoi. Mais ça fait partie du truc. C'est des retours utilisateurs. Et ça, tu fais toutes les semaines. Le lundi, t'envoies à 10%, tu regardes. Dès que tu as le retour des 10%, bah, t'améliores, tu corriges et t'avances sur ça. Semaine suivante, 10%. T'améliores, tu corriges, hop, 10%. T'améliores, tu corriges. Ah, punaise, ce serait bien d'avoir juste ça. Si ça te prend 2 heures à développer, tu fais le juste ça. Hop, tu corriges, tu corriges. Déjà, là, tu arrives à un MVP. C'est-à-dire, c'est plus juste un proof of concept. Tu arrives à un minimum viable product que les gens veulent. Et tu vas te rendre compte que les gens vont commencer à payer. Et après, tu vas avoir l'adrénaline il y a de l'argent qui tombe. Et là, tu as deux choix. Soit tu t'associes avec quelqu'un qui est meilleur que toi, tu fais rentrer des gens, ou soit tu as envie un peu d'avoir le solo founder ou soloprenariat, quoi, et de vouloir tout faire toi-même. Un peu indie hacker, tu sais, comme on les appelle et tout. Bref, les développeurs qui vont faire ça. Et là, tu as un truc qui fait déjà un peu d'argent, qui est déjà rentable, qui marche, qui a une proposition de valeur qui est bonne. T'as plus qu'à continuer comme ça. Donc ça, en gros, en moins de 3 mois, là, avec le nombre de semaines que je t'ai dit, donc 1 mois et demi pour trouver ton idée. Et ensuite, toutes les semaines, t'itères. Donc 10%. En gros, t'arrives à plus de 50% des gens onboardés en moins d'1 mois et demi. C'est bon, en fait, t'as gagné, en fait. T'as plus de 50% des gens qui ont donné, qui sont intéressés par ton produit, qui ont donné leur avis sur ton produit, que t'as amélioré dans leur sens. Les 50% qui restent, ils vont consommer ton produit. Et donc là, tu lances et tu regardes. Et là, tu regardes. Si, on dit souvent, hein, si tu as moins de 5% de croissance hebdo, c'est-à-dire de bouche à oreille, de machin, c'est pas ouf. C'est-à-dire que ta boîte, il va falloir pivoter, il va falloir faire 2-3 trucs. Si tu as entre 5 et 10% de croissance hebdo, tu as un truc, faut peut-être changer un tout petit peu 2-3 trucs, mais tu es sur vraiment la bonne direction. Si tu as plus de 10%, tu as gagné. Ça veut dire globalement, hein, plus de 10% hebdo, ça veut dire que ton business double tous les mois. Voilà. Et c'est là où, bah voilà, t'es parti. Et là, en gros, t'es parti sur, donc c'est pour ça que je dis, je m'arrête là, parce que après je peux continuer, mais je m'arrête là sur, là, ça fait déjà de l'argent et t'es déjà parti, il faut juste que tu continues à développer le produit. Et là, c'est ta vision. Et c'est là où, du coup, la vision fondateur arrive sur dire vers où je vais. Que des fois, les gens, ils te disent que je vais aller là, alors qu'en fait, il faut aller à l'autre endroit. Voilà. Et c'est là où t'as une vision. Voilà. Et là, bah, en 3 mois, t'as eu une idée, tu l'as validée ou non, t'as changé d'idée ou non, t'en as fait parler, t'as communiqué dessus. Ah oui, et pour oublier la communication, t'avais soit du coup faire du contenu, soit des ads, faire payer de la pub. Voilà. Mais payer de la pub, faut avoir de l'argent pour payer de la pub. Voilà, c'est pour ça que je préfère la création de contenu pour quelqu'un qui commence, parce que c'est 0 €, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ou 0 €, tu peux appeler aussi les gens, ça marche bien pour 0 €. Voilà. Et là, bah, t'es parti. Et voilà. Je t'ai donné à peu près toutes les clés, des indicateurs qui permettent de savoir si ça va marcher ou pas, et surtout des outils. Tu vois, parce que les gens, ils se compliquent la vie, tu vois. Non. Framer, Webflow, WordPress pour le truc, Figma pour ta maquette, Next.js ou NoCode pour le code, Crisp pour le service client, c'est gratuit. Tout ce que je te dis là, c'est complètement, tu peux faire quasiment gratuit, hein, avec tout ça. Et SendGrid, Mailchimp ou SendBlue aussi, enfin voilà, pour le marketing et les mails qui s'envoient automatiquement. Voilà. Et là, tu lances ton produit. Ouais. Il y a des choses que tu as faites et que tu ferais différemment si tu relançais demain? Ouais, beaucoup, ouais. Non, beaucoup. Typiquement, tu vois, je pense que Lipit, on l'a surhypé. Ouais. Pourquoi? Parce que les démarrages en pic, c'est jamais bon. Vaut mieux, en gros, ce que je te dis là, tu vois, le côté 10% machin, en fait, le lycée marche toujours mieux parce que ça te permet d'absorber la croissance, de faire évoluer en fonction de la demande des gens et tout. Nous, on a un peu trop, mais en fait, c'est le fait qu'on a eu aussi ces problèmes de latence, de sortir les trucs parce que on a galéré et tout, mais du coup, en fait, tu vois, cette croissance, en fait, j'avais prévu qu'elle soit alignée avec le développement. Au final, on a eu un décalage, ce qui fait qu'on a eu un pic 1 mois avant la sortie. Et c'est jamais bon les pics de hype avant que tu sortes. C'est là où on a commencé à avoir aussi des détracteurs en mode, mais en fait, ça n'existe pas. Le mec fait, oh ouais, le mec en parle, mais ça n'existe pas. Ouais, il me vend du vent et tout. Enfin, déjà, si
communique sur un truc et que je te montre non-stop du contenu que tu peux pas trouver autre part, c'est que c'est moi qui le fais. Mais les gens, ils comprennent pas comme ça, tu vois. Ils sont plus en mode de, bah, ça existe pas. Arrête de parler, montre, laisse essayer, tu vois. Bon, je comprends. Donc ça, je le referai pas. J'essaierai vraiment d'un peu plus anticiper ces problèmes-là. Je pense que j'étais un peu trop optimiste sur le développement. Qu'est-ce que je referai pas? On a eu des problèmes de droit d'image de gens. Ah ouais. C'est-à-dire que de vouloir faire du viral te crée des problèmes aussi. Au final, on l'a bien rattrapé et on a signé ces personnes-là, donc c'est pas grave. mais ouais. Voilà. Vouloir un peu trop faire le con et le viral. Ça, je pense que c'est important. Et un autre truc un peu spécifique que je referai pas. Après, c'est perso, mais c'est comme je disais pour la première boîte, mettre de l'argent, son propre argent. Faut pas mettre son propre argent. Soit tu fais, là, comme je disais au tout début pour From Scratch, tu te lances et tu mets 50 balles sur la table, t'as pas de société, hein. T'es en micro-entrepreneur, hein. À aucun moment t'as déposé tes statuts de société, ça a aucun intérêt. T'as pas de charge, t'as pas de ressources. Donc, ça sert à rien de déposer des statuts avec un comptable qui va te coûter entre 300 et 400 balles par mois, des frais juridiques, si tu le fais correctement, entre 1000 et 1200 euros à la création. Enfin, aucun intérêt, quoi. Non, faut vraiment commencer en micro-entrepreneur. Et ça, je pense que même chose, tu vois. J'ai pas, enfin, typiquement, le premier client avec ma première boîte qu'on signe, j'étais en mode, putain, mais si on n'a pas une boîte légale pour signer sur place. Non, mec, une proposition commerciale, tu peux la signer avec un devis, il y a même pas écrit ta boîte. On s'en fout. Le but, c'est dans la tête du client, il ait l'impression d'avoir signé quelque chose. Tu vois? Donc, non, je pense qu'il y a trop d'argent dans le monde pour mettre son propre argent. Et ce que je dis souvent, c'est que si tu as 2000 euros de côté, prends des billets, va à Porto Rico. Prends des billets, va à Cannes. Prends des billets, va à LA. Rencontre des gens riches. En fait, je dirais plutôt ça comme ça maintenant. A posteriori, je dirais, fais ton réseau avant de monter ta boîte. C'est ce que tu fais déjà un peu. Et c'est comme ça. Pour moi, c'est dans ce sens-là que ça marche, plus que dans l'autre sens. L'avantage, c'est que du coup, tu commences, t'as déjà des fonds, quoi. Et puis, tu prends pas de risque toi, c'est toujours le risque des autres. Tu peux te payer sur ta boîte alors qu'elle va prendre du temps à être rentable. Il y a plein de choses qui font que vaut mieux que ce soit les autres qui investissent que toi. Voilà. Il y a un conseil qu'on t'a donné qui t'a marqué dans ton parcours jusque-là? Ouais. Une idée, ça vaut rien. L'exécution, ça vaut tout. Et je pense que ça veut beaucoup dire sur ce que je fais depuis le début. Tout ce que je fais, t'as d'autres qui essaient de le faire pareil. Mais la façon de le faire, c'est pas la même. Et t'en as qui marquent, t'en as qui te permettent de faire des exits, alors que t'en as d'autres. Typiquement, il y a une boîte qui était concurrente à l'époque de ma première boîte, qui existe toujours, qui vivote toujours. Tu vois? Moi, j'ai un parcours différent. C'est parce que l'exécution est différente. Parce qu'il y a un moment où je me suis dit, putain, là, je suis dans une impasse. Tu vois, on commence à me critiquer, je suis dans une impasse, je suis pas légitime, ça me stresse, je suis pas bien, qu'est-ce que je fais? Et tu prends des décisions. La décision, elle sera peut-être pas bonne, mais tu prends des décisions. Et c'est, en gros, si tu as des bonnes décisions plus de 50% du temps, ta boîte, elle va dans la bonne direction. Si tu as des mauvaises décisions plus de 50% du temps, ta boîte, elle crache. Et c'est là où on voit les bons fondateurs, les bons machins. C'est toujours de prendre les meilleures décisions possibles. Voilà. Mais avant de la prendre, on sait pas si elle est bonne ou pas. Faut arrêter de dire ouais, c'est super. Non. Avant de prendre une décision, on ne sait pas si c'est la bonne. Mais on tente. Et faut être intrinsèquement persuadé que c'est la bonne, quoi. Voilà. Et après, t'essaies de maximiser. Mais il y a plein de merde. Tu fais toujours des merdes. Typiquement, je te prends un exemple tout bête, mais il y a des très très gros influenceurs qui ont signé avec Submagic récemment, qu'on avait quasiment loqué pour du sous-titrage, parce qu'on fait aussi du sous-titrage un peu avec Lipit et tout, plus multilangue, enfin, tu vois, magnifique. C'est des entrepreneurs qui sont un peu très très connus en ce moment. Ma première action, c'est je croise ce mec-là dans un concert de piano, voilà. Donc, avoir des couilles, ça fait partie de l'entrepreneur. Je me lève, fin du spectacle, je vais le voir direct. Mec, j'étais derrière, j'étais pas en carré or, machin, il était en carré or. Je vais le voir, je serre la main, je lui explique que j'ai vendu ma première boîte, que sur cette deuxième, j'aimerais vraiment qu'il participe à l'aventure. Et je lui propose quelque chose qui l'intéresse, à savoir rendre ses contenus internationaux parce que, bon, Dubaï, c'est bien, mais vous avez un marché plus gros, quoi. Ça, bonne décision.
Il me file son num, direct, machin, perso. Mauvaise décision. J'envoie un message. Et dans le message, je foire complètement le premier message. Le premier message, c'est putain, trop cool d'avoir échangé et tout. Envoie une vidéo que je te fasse le test. Il me répond. Il me répond en mode ah ouais, merci, on s'est vu, trop cool. Rien. Je vais prendre une vidéo, je la traduis, je lui montre. Une réponse pouce. Je renvoie un message en mode du coup chaud pour une visio. Forceur max, tu vois. Pour interrogation, pas de réponse. Fini. Lead mort, tu vois. On a réussi à le rechoper après et on en a rigolé, mais tu vois, ça c'est des mauvaises décisions. C'est en mode, ça part d'un bon truc, t'es sur une bonne lancée et puis tu foires quelque chose. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le but, c'est de se dire, si j'ai fait ça avec lui, je le refais avec quelqu'un d'autre, et hop, je refais pas la même erreur. Et c'est là où l'entrepreneuriat et l'entrepreneur, c'est ça. C'est test and learn, test and learn, test and learn non-stop. C'est pour ça que, genre, les entrepreneurs, on fait des erreurs tout le temps. Ouais. Et les bons entrepreneurs sont capables de les verbaliser, de dire, sur ça, franchement, j'ai foiré, quoi. Tu vois. Et donc, en fait, le fait de verbaliser, ton cerveau l'enregistre comme une défaite, donc il va faire en sorte qu'elle revienne pas. Ouais. Et c'est là où, hop. Par contre, si t'es pessimiste au global dans ta vie, deviens pas entrepreneur. Parce que tous les jours, t'as envie d'arrêter dans ce cas-là. Alors que si t'es optimiste, tu vois, moi, c'est en mode, putain, un petit coup dur, là. Ah ouais, mais par contre, du coup, je pourrais, avec lui, j'avais un autre lead ok, le premier message, je le vois pas comme ça. Grave optimiste tout de suite. Non, c'est pas grave, ce sera pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Hop. Et t'avances comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt ça, je dirais. Ouais. T'aurais fait quoi, du coup, a posteriori? T'aurais directement pris une vidéo que t'aurais traduite, genre? Direct. Ouais. Tu lui envoies et tu dis, alors, pour interrogation. Point. Ni plus ni moins. S'il se rappelle de toi, ça veut dire que ça l'intéresse. Ouais. Vidéo, démo, alors. Il va te répondre forcément un truc. Parce que c'est large, mais tu vois. Voilà. Il va te dire, oh putain, intéressant. Et là, surtout, tu proposes pas une visio, quoi. Ouais, tu l'appelles direct. Direct. Au moment où il te répond, tu dis, putain, c'était trop cool de se croiser. Et donc, du coup, est-ce que ça te tente, tu vois, même si j'en sais rien, tu passes pas à Dubaï. Un lead comme ça, t'es obligé d'y aller. Tu dis, bah, justement, je passe à Dubaï, fin du mois, là, et tout, t'as des dispos, qu'on se croise, qu'on se prenne un café. Tu t'engages à rien. C'est bon, en fait. Tu prends tes billets pour Dubaï, go. Tu vois. Même si je suis pas fan de la ville de Dubaï, mais, tu vois. Mais ça, c'est la philosophie du call call, hein. On en discutait un peu avant l'interview et c'est vrai que on nous l'apprend pas à le faire clairement pendant nos études. Bon, en école d'ingé, encore moins, mais. Ah ouais. Je pense que même grandes écoles de commerce. Ouais, je pense pas non plus. Non. Mais c'est vrai que ça change tout. Mais il faut vraiment se forcer à le faire et faut se prendre ses petites premières claques au début et puis après. Mais c'est là où je dis qu'il faut être optimiste en tant qu'entrepreneur parce que on prend des claques tous les jours. Mais le but, c'est que les claques, c'est un peu maso sur les bords, mais les claques, on aime bien ça parce qu'on sait que on se prend la claque, mais du coup, la deuxième claque, on la sentira moins. Troisième claque, et au bout d'un moment, hop, je sais esquiver la claque, quoi. Tu vois. Et c'est là où c'est trop cool d'un point de vue entrepreneur. Mais ouais, les pessimistes de nature, non, faut pas. Enfin, honnêtement, faut pas trop tenter l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus de merde que de réussite. Ouais, bien sûr. Petit aparté, 18h03. Est-ce que t'as on finit, du c'est pas rab? grave. Ouais. T'inquiète. Je dirais Hubert Gros. Ça marche. Génial. Écoute, merci de nous avoir partagé tout ça. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu plus de toi. Alors, tu nous as évoqué ces périodes de rush actuellement, tous les problèmes que tu as pu avoir entre les tracteurs sur ta première boîte, sur la deuxième, sur ces petites claques au quotidien qui, au final, en cumulé, si t'es quelqu'un, comme tu le dis, un peu de pessimiste, ça prend le pas sur ta santé mentale finalement. Comment toi tu fais justement pour continuer à prendre du plaisir dans l'entrepreneuriat, à vivre comme ça de cette passion finalement qu'est le business, même si c'est sur des thématiques qui sont propres à chaque fois. Qu'est-ce qui te permet de subsister comme ça? Moi, je pense sport. Franchement, si tu fais pas de sport, t'es mort. Je pense que tous les entrepreneurs font du sport, honnêtement. Ouais, il y en a, non, parce qu'il y en a, c'est des surhumains, je sais pas comment ils font, mais... Non, moi, je fais du sport, parce que quand tu fais du sport, tu penses à rien, ton téléphone, il est en mode off. Genre, ça te déconnecte vraiment. Parce que faut aussi se rendre compte, en tant qu'entrepreneur, on bosse tout le temps. Les gens, ils disent, oh, putain, tu dois avoir un rythme de fou. Pas forcément. Ça veut pas dire que je fais du 6h, minuit tous les jours. Non, je l'ai fait en prépa.
Je le fais pas en tant qu'entrepreneur. Mais la réalité, c'est que ton cerveau, par contre, il travaille non-stop. Ça, c'est la vérité. Donc, tu te lèves moi, en gros, ma morning routine, c'est très simple. Je me lève à 6 heures. Je jeûne le matin. Donc, je prends juste du thé. Je bois mon thé, méditation, étirement. Je commence ma journée. Une fois que j'ai fait ça, je sais que ma journée, au moins, j'ai déjà fait quelque chose de personnel. Pas que du boulot. Je pense que c'est important. Bon, sauf quand tu as des gens qui t'envoient des messages à 4 heures du mat, parce que eux dorment pas, c'est ça le problème. Mais donc tu fais ça. Ensuite, je bosse en gros, je suis devant l'ordi à 7h45, un peu avant 8h. Je bosse en général le matin en full deep work parce que c'est là où je suis efficace. Moi, l'après-midi, je suis claqué au sol. Franchement, je suis nul l'après-midi. Tu me demandes de faire un truc l'après-midi, je vais prendre 10 fois plus de temps à le faire. Ça sert à rien. Donc, je bosse vraiment le matin jusqu'à midi, midi et demi. Midi et demi, pause. En général, je mange assez vite. L'après-midi, c'est là où je serre des mains, je fais du réseau, je vais enregistrer des podcasts, je fais des apparitions, je travaille la vision, j'essaye de voir un peu plus loin que les tâches du jour. Et je fais des calls aussi, beaucoup de calls. Franchement, je dois avoir entre 6 et 10 calls par semaine. C'est le call 45 minutes, je fais max à chaque fois, j'essaie d'écourter à 30 minutes à chaque fois. Et ensuite, fin de journée, je dirais que la fin de journée, ça dépend. Hein, des fois, tu as des cocktails, ça termine à 22h, mais j'essaie de terminer le plus tôt possible et d'aller au sport. Voilà. Ok, tu as le sport tard le soir? Ouais, avant de dormir. C'est ma dopamine de dodo. Ah ouais, t'arrives à dormir après? Ouais, je fais du sport, douche, dodo. Ok, c'est quoi comme sport, c'est pas indiscret? Je fais de la course à pied, de la muscu et de l'escalade. Punaise. Bah, c'est marrant parce que je fais exactement pareil. Mais moi, Voilà. je peux pas dormir hein, si je fais ça. Bah moi, je sais pas, ça a toujours été comme ça en fait. J'ai toujours fait du sport avant de dormir. Ok. Et du coup, ça marche bien. Mais c'est vraiment genre, tu sais, je fais du sport, je rentre, je mange. Tu sais, genre vraiment, c'est le dernier truc, je mange, Ouais. douche, dodo, direct, Ok. tac, tac, tac. Ça s'enchaîne. Par contre, ouais, faut pas rester trop longtemps. Parce qu'en fait, la dopamine, t'as la dopamine, ensuite t'as le petit pic où ça commence à fatiguer, c'est là où faut dormir. Si ça repart en mode, tu sais, seconde énergie après le sport, ouais, là, c'est mort. Ça, c'est quand tu veux aller en soirée, par exemple, tu vois. Et du coup, t'as la deuxième pic, là, ça va. Mais non, au global, moi, ça va, j'arrive à bien dormir. Après, en fait, il y a aussi un truc, il y a beaucoup d'entrepreneurs où c'est ça aussi. On arrive à bien dormir. Et je me posais pendant longtemps la question, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui dorment bien. Et en fait, j'ai juste eu la réponse, c'est qu'on est épuisé. C'est vrai que ça joue beaucoup, ça. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, je me suis rendu compte, c'est quelle est la différence, pourquoi et tout. Et en fait, il y a eu un moment où, du coup, après ma première boîte, j'ai pris beaucoup de vacances, je me suis reposé et tout. J'arrivais plus à dormir. En fait, c'est parce que j'étais reposé. Ouais. Et du coup, j'arrivais pas à dormir parce que mon cerveau, il fonctionnait non-stop. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Sport, alimentation, sain. Moi, je fais batch cooking. Enfin, bon, j'ai de la chance que ma copine fasse aussi, mais en gros, tous les dimanches, préparation, elle est faite pour la semaine. Comme ça, tu vois, le soir, je rentre, c'est prêt, en fait. Prêt, marinade, machin, tout est prêt. Juste à mettre soit dans une poêle ou soit au micro-ondes et c'est fait, quoi. Ça joue pas mal. Puis après, je pense que moi, j'ai un fonctionnement qui est un peu différent. Je me tue, puis je vends, puis je me tue et je vends. Moi, je me vois comme ça dans le business. Depuis que je suis sorti de mes études, j'ai un rêve, c'est de vendre 3 boîtes avant 30 ans. Donc, j'espère que ce sera le cas. Voilà. Donc, j'aime bien ce rush de 2 ans et demi, 3 ans. Tu passes de 0 à 1, tu vends. Tu passes de 0 à 1, tu vends. Tu passes de 0 à 1, tu vends. Tu fais ça 3 fois. Une fois que tu es sécurisé bien, tu peux un peu investir à droite à gauche, que t'as plus trop de problèmes de compte. Enfin, c'est fini, quoi. T'as un peu plié le game de la vie, quoi. T'es tranquille d'un point de vue argent, en tout cas. À partir de ce moment-là, tu peux tenter la 1 billion company. Et là, c'est ça qui est méga intéressant, c'est que là, du coup, t'as plus aucune pression. C'est que la vision. Tu peux aller sur des marchés où tu sais que ça prendra 10 ans avant de percer. Mais c'est ça les boîtes qui marchent. Hein. Tu regardes n'importe quelle boîte qui fait beaucoup d'argent, que ce soit Google, Airbnb, Uber, enfin tous les gros, hein, ils étaient sur un marché au moment où ça n'existe pas le marché. Airbnb, si je me trompe pas, dans Uber 2007, je crois. Ouais. 2007, personne se plaint des taxis. Première version 2011 aux États-Unis, test. 2015, ça arrive en Europe. Maintenant, tout le monde utilise Uber, tu vois. Ouais. Voilà. Ah, typiquement, c'est ça. C'est accepter que pendant 7 ans, tu sais que ton truc, ça va pas faire des milliards, tu vas pas être rentable et tout, tu vois. T'injectes ton propre argent, etc. C'est ça qui est beau, en fait. C'est que, mais moi, je déconseillerais aux gens la vision, je pense que c'est épuisant d'avoir la vision
je vais faire un miracle alors que j'ai rien connu dans ma vie, tu vois. De plus en plus de jeunes ont envie de se lancer. Je vais te dire, super, hein, lance-toi si tu le sens, mais fais du test and learn sur 3 mois, quoi. Ça suffira pour le début. Si tu fais de l'argent, ça veut dire que tu es plutôt bon et c'est tout, quoi. Va pas plus loin. Essaye pas de dire que tu vas révolutionner, je sais rien, les poubelles en France. En fait, c'est méga prétentieux. Sécurise-toi d'abord, fais-toi ton réseau, fais ta première boîte, revends-la si tu veux rapidement, etc. Sécurise-toi. Et après, le jour où tu n'as plus de crainte, passe sur un truc d'échelle. Et là où tu passes sur le truc d'échelle, c'est là où c'est incroyable parce que, en fait, tu as juste à réfléchir à où tu veux aller. C'est tout. Ouais. Tu n'as plus de risque. Ouais, et tu vois, tous les gros entrepreneurs qui marchent bien, ils ont aucun risque. Ouais. Ils font l'impression, tu sais, on te fait croire que non, faut avoir skin in the game, non. La réalité, c'est que, le mec qui a monté Uber, il a jamais eu de problème de taxi. Il faut arrêter, c'est du storytelling, tu vois. Oui, mais c'est pour le branding, ça. Voilà. Non, mais c'est vrai. Le mec qui a fondé Airbnb, non, je pense pas qu'il ait voulu mettre son appart en loc, tu vois. Non. En fait, quand tu regardes tous les entrepreneurs qui réussissent, ils ont déjà monté des boîtes avant. Ouais. Et la moyenne des entrepreneurs qui réussissent, faut pas se mentir, c'est 50 piges. Faut arrêter de dire, ouais, si on va tous devenir multimilliardaires à 30 ans, c'est faux. Ouais. C'est marrant, c'est exactement la stat que j'allais te dire. J'ai lu plusieurs papiers dessus, c'est 47 en moyenne, c'est 47, 50. C'est dingue. Mais c'est pourquoi? C'est parce que soit, en gros, c'est des mecs qui ont des expériences pro énormes, pas entrepreneuriat, mais énormes. Et en fait, ils ont un réseau de bâtards. Et donc, peu importe ce qu'ils font, ça marche. Par exemple, tous les gens qui travaillent dans les gros boîtes de conseil, tous les machins. Bon, bah oui, hein, à 45 ans, tu te rends compte que tu peux faire plus d'argent tout seul. Tu as envie d'avoir un peu cette fibre, ça te manque, tu vois. Tes enfants, ils sont grands, c'est bon, c'est fini. Tu as envie de retrouver un peu ce feu. Bon, bah oui, là, en gros, ça marche. Tu as les gens qui sont un peu en re-questionnement de leur vie. Et ils tentent. Et là, ils ont une flamme d'expérience de 40 ans de boîte qui leur ont pas satisfait. Et donc, du coup, ils ont une énergie de bâtard qui fait que ça va marcher, potentiellement. Et puis après, tu as des gens juste comme moi ou comme nous, on a fait des trucs, ça a plus ou moins bien marché. Mais en fait, la réalité, c'est que faut attendre. 1, 2, 3, 4, 5 boîtes, 6 boîtes, 10 boîtes. Et au bout de 10 boîtes, ouais, t'en as une qui marche. Comme on dit, t'as une boîte sur 10 qui marche. Tu vois. Et moi, comme je dis toujours, j'ai pas du tout la prétention de dire que mes trucs, ça marche, machin. J'en ai réussi une. J'ai eu de la chance d'avoir réussi une boîte. Si la deuxième marche, ça veut dire que c'est moi qui suis bon. Si la deuxième marche pas, ça veut dire que j'ai eu de la chance. C'est pas grave. Ça arrive d'avoir de la chance. Et c'est cool. Mais faut être conscient de ça. Faut pas être dans le faux truc de c'est bon, je suis entrepreneur. J'ai réussi, tu vois. Parce que t'en as aussi ça. T'en as qui réussissent première boîte. Bah, Martin de la Founders Night. Première boîte. Tout après, ça marche pas. Et donc après, tu te rattrapes avec autre chose. Mais tu vois, c'est ce truc-là un peu, je pense qu'il faut être un peu conscient de ça. Ah, c'est sûr, il faut développer sa résilience et effectivement, si tu as de la chance de commencer par une bonne expérience, bon, bah, c'est top. Et il y a un peu quand même ce sujet de pouvoir, si t'es pas passé par le salariat et que t'as pas la chance d'être financé par le simple Pôle emploi, c'est dur de subsister. Et c'est toujours cette problématique de tu veux lever des fonds pour faire payer, mais sans projet dingue ou expérience passée, c'est très dur, surtout aujourd'hui avec les difficultés financières qu'on peut connaître et voilà. Ouais, mais surtout, moi je pense qu'il faut être conscient d'un truc, c'est qu'à date, tu peux faire beaucoup d'argent, très bien te payer, avec un SaaS, un produit, machin, sans lever jamais des fonds et en partant avec 100 balles. Hein. Allez, 200 balles. J'ai menti, 100 euros, je mens, 200 euros. Tu vois. Donc voilà, enfin, faut pas se faire chier, quoi. Vraiment, commencer petit, hein. Faut. Moi, je trouve que ceux qui rêvent très gros, c'est magnifique quand ça réussit. Tu vois, Gringot, la meuf de Canva, c'est magnifique, tu vois, quand ça réussit. Mais le problème, c'est que faut pas oublier, on en parle que quand ça réussit. Et la réalité, je pense, hein, que sur des gros projets entrepreneuriaux comme ça, je connais pas de stats là-dessus, mais ça doit être 1 sur 1000 qui réussit. Oui, et puis bon, il y a quand même aussi, même si ça fonctionne comme Gringot, donc Maud, je pense ça doit être archi dur parce que toutes les barrières qu'elle a dû se prendre, faut aussi avoir cette faculté de vouloir et puis vouloir le vivre en fait, hein, parce que parfois c'est dingue tout ce qu'on peut prendre. On n'est pas fait pour ça, pour supporter autant souvent de méchanceté gratuite. Donc il y a aussi ça quand même. Ouais, c'est pour ça que moi je pense que faut commencer petit, se prendre des petites claques en fait. Puis au fur et à mesure, tu augmentes et tu commences à accepter les grosses claques et à bien les esquiver, quoi.
Et comment tu as eu cette exposition à l'ambition? Comment tu l'as développée en étant surtout on en a un cursus ingé où, bon, pour connaître aussi, cette partie obscure de la force, on n'est pas trop, Ah, clairement pas. prédestiné à être, dans le business. Hem, Je sais pas. Franchement, je vais te répondre, je sais pas. Pour en reparler avec ma mère récemment, parce que c'est bizarre, hein, quand ça commence à marcher, t'en reparles. Au début, t'en parles pas. Mais non, on en a parlé un peu. Elle me dit que elle, c'est toujours un truc qu'elle aurait kiffé faire. Donc peut-être que tu vois, dans des discussions j'ai récupéré peut-être un rêve de ma mère indirect de vouloir monter un truc un jour. Peut-être. mmh, Euh, mais je suis même pas sûr. ouais. Non, je pense que j'ai toujours été grande gueule et j'aime pas l'autorité, hein. En fait, je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis après, de toute façon, tu le sens vite, même en école d'ingé, que t'es pas comme les autres. Enfin, je suis désolé, c'est pas pour dire exceptionnel ou machin, mais tu te sens que t'es pas sur la même longueur d'onde que les autres. Moi, j'allais en école d'ingé pour apprendre à parler des sujets que j'apprenais. Mmh, J'allais pas en école d'ingé pour savoir faire les sujets qu'on m'apprenait. C'est deux choses qui sont complètement différentes. mmh, T'as des ingés, ils vont là-bas pour apprendre à faire. Moi, j'allais là-bas pour avoir la culture d'en parler. mmh. C'est là où il y a une grosse différence. Mais ça, au début, tu t'en rends pas compte. Et au fur et à mesure, tu te dis, oh putain, c'est bizarre. Puis après, tu commences à prendre de la place. J'étais président du bar, j'étais responsable événement au BDE. Enfin, tu vois, en fait, tu commences à faire des trucs qui font que tu te dis, c'est pas que les cours qui m'intéressent, c'est pas que le sujet, c'est pas que machin. Tu vois. Et de toute façon, moi, en vrai, j'étais pas méga fort en ingé, hein. À part, en gros, l'IA où vraiment je me débrouillais bien. La physique quantique, je sais en parler, mais c'est tout, quoi, hein. Ouais, ouais. Bon après chacun sa spécialité, on peut pas être partout mais Ouais, mais en ingé, on essaye un peu de te mettre partout, quand même. ouais. Donc, non, je pense que juste, je sais pas, une niaque intérieure, un truc bizarre. Mais je pense que tous les gens, s'ils écoutent ça et qu'ils ont un peu ce truc, tu vois, en eux, je pense qu'ils le ressentent. Mmh, Je pense qu'on a tous ce truc de se dire. Et je pense qu'il faut se poser la question. Est-ce que dans sa vie, on a toujours envie, je vais dire un truc très gourou, mais je le pense vraiment. Est-ce que dans la vie, on a envie, en gros, de gagner 5, 10 000, 15 000 euros par mois? Même si tu réussis très bien dans le monde du salariat, tu vois, tu montes très très haut, tu gagnes ça. Je parle pas du SMIC, de machin, parce que ça, entre guillemets, c'est accessible à tous. C'est un minimum, ça permet pas de vivre, mais c'est accessible à peu près à tous. Moi, je te parle de si tu as envie d'évoluer vraiment, que tu es un peu attiré par l'argent, que tu es un peu attiré par l'ambition. Ben, est-ce que c'est ça ton ambition? mmh, Ou est-ce que tu préfères avoir soit 0, soit 1 million sur ton compte? mmh, Moi, depuis le début, je préfère avoir soit 0, soit 1 million sur ton compte. Moi, j'ai toujours fonctionné. Tant que j'ai pas 0 sur mon compte, ça va, je dors bien. Tu vois? Et c'est là où il y a des points de vue différents. Et pourtant, mmh. je viens pas d'une famille multimilliardaire, tu vois. Et à l'inverse, j'ai des potes, ils viennent de familles bien plus aisées que moi. S'il y a pas 1 000 € sur le compte, ils ont l'impression qu'ils sont pauvres, tu vois. Mmh. Et t'es en mode, moi, jusqu'à 0, je suis bien, quoi. Tu vois. En vrai, à 0, je dois rien à personne à 0. Ouais, tu as Si l'équilibre. à 0, je peux refaire de l'argent, c'est bon. Ouais. Voilà. Et ben moi, c'est ça ma truc. Je préfère soit 0, soit 1 million. Typiquement, première boîte, j'ai jamais payé, tu vois. Pendant 2 ans. Tu as vécu comment? Bah, chambre étudiante, Mmh. tu vois. Et mon année de salariat, quoi. Ouais. Enfin, du coup, du coup, moi, j'ai fait chez Hermès, donc t'es quand même bien payé d'un point de vue, stagiaire. T'es quoi, t'es à 1004, un truc comme ça, 1006? Un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc, tu stockes un peu, hein. En vrai, tu stockes un peu d'argent. Moi, je suis pas dépensier. De base, je dépense rien. Donc, du coup, j'avais un peu d'argent sur le compte. Après, tu fais comme ça. Et après, tu regardes, tu tends vers 0. Tu Mmh. vois. Donc, en fait, c'est juste, faut savoir ce que tu veux. Et il y a pas de jugement de valeur, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas bien. Parce qu'on a l'impression un peu sur le monde, quand t'es entrepreneur, c'est waouh, machin. Non, il y a pas de bien, il y a pas de moins bien. C'est juste qu'est-ce qui correspond à toi. Mmh. Qu'est-ce qui fait que toi, tu dormiras bien, que toi, tu seras aligné avec toi-même, voilà, et Ouais. que toi, tu seras heureux au jour le jour, c'est tout. Mmh. Et ça, les gens, je pense, ils se posent la question toujours à l'envers. Qu'est-ce que j'ai envie d'être et pas qu'est-ce qui me rend heureux. Je pense que c'est là où il y a un petit problème. Ouais, ouais. Souvent on y revient après. C'est là où il y a les crises existentielles qui arrivent et Et ouais, et dans les deux sens, hein. ouais, C'est ça ouais. le problème, hein. Donc voilà. Donc non, je pense, réfléchissez à ce qui vous rend heureux au global. Ça, Mmh. c'est pas forcément le boulot, hein, mais qu'est-ce qui vous rend heureux. Et est-ce que vous êtes un profil qui risque ou qui risque pas. À partir du moment où tu as ça, tu peux savoir vers quel sujet tu as envie d'aller Ouais. et si tu es fait pour entrepreneur ou pas. Et après, on va pas entrer dans les détails, mais tu as plein de types d'entrepreneurs. Mmh. Tu as justement les 1 billion compagnies, tu as les freelances, tu as les solopreneurs, tu as les freelances cachés salariats, Mmh. tu vois. Donc, tu peux Ouais, tout faire. complètement.
Antoine, merci beaucoup. Si tu devais Merci me à toi. recommander une personne à s'asseoir à ta place et venir nous partager son expérience, que ce soit un entrepreneur ou une entrepreneuse, qui est-ce que ce serait? Mmh. Moi, je pense, David Zitoun, Sub Magic. Pour une raison assez, bête, c'est que, je pense que parler de lui, pour l'avoir déjà un peu discuté, parler de lui, de la croissance qu'il a dû subir, je Mmh. pense que c'est important. Ils ont fait, 10 000 000 en 6 mois d'ARR, hein. Heu, je pense que c'est un vrai sujet qui peut intéresser pas mal de monde et puis, pareil, il a fait plusieurs boîtes et tout, donc je pense qu'il y a vraiment un truc intéressant à faire avec lui. OK, génial. Bah, écoute, on va voir, ce qui est possible de faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, LinkedIn, Lipit? Dis-nous un peu où on peut. Ouais, le plus simple, c'est, aller tester Lipit, lipit.com. Franchement, c'est le faites-vous votre propre avis, quoi. Nous, Mmh. on est content de ce qu'on fait, profitez-en. Ça va être assez incroyable pour, l'internationalisation de tous les contenus. Vidéo, bientôt audio. On arrive sur l'audio et après LinkedIn, Antoine Ménager sur LinkedIn. Je pense que c'est là où je communique le plus d'un point de vue de transparence entrepreneuriale et voilà. Là, on va parler un peu des réussites, du lancement de Lipit et tout donc bah, restez à jour et puis, allez tester. Génial. Bah, écoute, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, les mois et années à venir? Soit que Lipit explose, soit revendre Lipit. Ouais. J'aimerais bien 2025, ce serait cool. C'est mon but là. Enfin, avec les associés et tout, on est tous d'accord sur ça. Ce serait cool si on arrive à le faire. Mais c'est pas une barrière, c'est-à-dire qu'on c'est pas notre limite de temps Mmh. l'année prochaine. C'est juste qu'on aimerait bien pour pouvoir enchaîner sur d'autres projets. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, vendre 3 boîtes avant 30 ans. Mmh. Et puis après faire la One Billion Company, quoi. Bah, d'ici là, il va falloir charbonner, mais on suivra, tout ça de près et puis on aura peut-être l'occasion, de refaire un épisode futur pour faire le back to back et puis, Avec faire plaisir. un update, de ton aventure. Merci encore, c'était vraiment très cool de nous avoir partagé tout ça en grande Merci beaucoup. transparence, donc c'était vraiment merci à vous de nous avoir, suivis jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de me soutenir et n'hésitez pas à envoyer un message à Antoine pour faire, vos retours sur l'épisode. C'est toujours, très sympa de redonner aux personnes qui viennent nous partager leur expérience. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!